Bon, test micro quand même. 1, 2, 1, 2. Tu m'entends? 3, 4, 3, 4. Je vous entends 6, 7, 8, 9. Flip. Ouais. Allez. Flap. Flip. Flap. Ah ce bruit incroyable. Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule aujourd'hui avec Maxime Victor. Ça va la pêche. Oh mon Dieu. Arrête de faire ça avec ta joue s'il te plaît. Dis bonjour aux auditeurs. Bonjour les auditeurs. Oh oui, magnifique. Nous sommes également avec Adrien Cahuzac. Adrien, ça va la pêche? Ouais, ça va. Nous sommes avec Antoine Morgan-Thaler. Bonjour. Et nous sommes avec Valentin T qui nous Salut. apporte un jeu de Manuel Bédouet qui s'appelle Aux Marches du Pouvoir. De quoi qu'il s'agit? Alors, Aux Marches du Pouvoir, c'est un jeu, donc comme tu l'as dit, de Manuel Bédouet, qui se présente sous la forme d'une grande carte sur le recto et de l'intégralité des règles sur le verso. Donc en fait, on a assez peu de règles finalement pour un jeu de rôle. Oh, magnifique, on entend la carte se c'est beau, déployer. ouais. C'est illustré par John Grumpf Grumpf, ouais. pour les icônes. Comme notamment. je me souviens plus du jeu, sur les frontières. Sur les frontières, ouais. Voilà. Mhm. Et donc ils utilisent la même charte graphique aussi parce que c'est dans le même univers apparemment. Extended tout à fait. Universe. C'est ça, c'est-à-dire que c'est dans la Il me semble ville. bien, oui. Ça se passe dans le jeu va se passer dans la ville. Voilà, d'où partent les enfants Les enfants soldats. sur les frontières. Donc l'idée c'est qu'on va jouer strictement à 4 joueurs. Il me semble pas qu'on puisse jouer à plus ou moins. Et on va jouer chacun des ambitieux qui essayent d'obtenir ce qu'ils souhaitent dans cette capitale à grands coups de manipulation politique. Voilà. Alors donc les ambitieux, faut imaginer, on est typiquement dans du Littlefinger de Game of Thrones ou peut-être du Varys aussi quelque part, d'autres ambitions. Mais voilà, on est dans Tout à des fait, personnages de ce type-là qui sont des grands intrigants, qui sont capables de manipuler loin en faisant des calculs incroyables. Qui ont mal aux jambes aussi, Pourquoi? parce qu'ils ont des varices. Oui, merci. C'est peut-être celle-là. Adrien? Non, d'accord. c'est forcément des personnages pleins de subtilité ou alors un mec type Donald Trump qui veut construire son empire immobilier, Ouais. ça passe aussi. Ouais, je sais pas jusqu'où on peut pas dire que Donald Trump c'est quelqu'un en fait assez subtil dans la mesure où il a mis en place tout un tas de réseaux autour de lui, d'argent. C'est beaucoup plus compliqué. Donald Trump c'est un imbécile, mais il est autour de lui entouré de gens qui ont fait du réseau. On n'arrive pas, on devient pas président des États-Unis en étant juste un abruti, Adrien. En J'en fait, ai bien peur. il y a une règle qui est très intéressante dans le jeu, c'est ne vous salissez pas les mains. Ah. Vous n'êtes pas l'exécutant des basses œuvres, Donc vous êtes donne- celui qui donne les ordres. Tout crime de sang est sévèrement puni dans la capitale, mais seul l'assaillant est victime de la garde immuable, pas le commanditaire. D'accord. Donc tu peux pas jouer Jean-Marie Le Pen. Tu peux pas. Mais Donald Trump, il s'est sali un peu les mains peut-être. Je sais pas. C'est limite quoi. Bah, je sais pas s'il les attrapés par là, ça salit les mains ou pas. Ah oui, si, Ça dépend de complètement. l'univers, là. Oui, voilà, c'est ça. Non, je pense que se salir les mains, Il ça y veut a, dire commettre soi-même un Ouais, homicide. un meurtre, ouais. C'est-à-dire que tu n'es pas une petite main, comme on dit dans T'es les. pas une petite T'es le frappe. chef, ouais. Dans les inspirations, t'as quand même Bernard Tapie. Alors, tu vois. Bernard Tapie. Je pense qu'on peut jouer des Bernard Tapie, là. Dans les ce inspirations, il a mis ça dans les inspirations, Manu. Ouais, tout à fait. Bernard Oui, bah, Tapie, donc, En même temps, il y a il est toujours, d'autres trucs. il est toujours là et il s'en sort toujours très bien, Oui. malgré. Mais pour moi, malgré Donald tout ce qu'il a fait, quoi. Pour moi, Donald Trump pourrait être un personnage de Marche du Pouvoir, mis à part qu'en termes de couleur, quand on regarde Oui, non, bien l'univers sûr, bien de Marche du Pouvoir, c'est pas terrible. Mais regarde par exemple l'un des intrigants de Game of Thrones. Tu prends des gens comme même le roi Geoffrey là, qui est complètement dégueulasse. C'est des bouchers quoi. C'est juste des bouchers et parce qu'ils sont bien entourés, parce qu'ils ont maman, Oui, papa. Enfin, on peut le mettre dans la couleur. hein. Nous construirions une muraille. Oui, voilà, c'est ça, ouais. Oui. Voilà. Oui, on peut trumpiser. Voilà. Ouais, je Ok, pense- donc enfin, moi, on je a pense que déjà ça des passe. idées de perso. Donc du coup, on crée au début de la partie chacun notre ambitieux en tirant au hasard des dominos. Donc ce jeu se joue avec plein de dominos. Il y en a qui resteront au centre de la carte et d'autres qui seront tirés successivement par chacun des ambitieux qu'on va incarner pour les créer. Et ensuite, le jeu va se dérouler en plusieurs actes. Le premier acte, c'est les présentations, dans lequel on va chacun jouer la première scène de notre ambitieux. Et où on va présenter la difficulté, le bouleversement qui a eu lieu dans la cité. Donc on va déterminer au début de la partie un bouleversement. Et le premier acte, c'est la mise en scène de notre ambitieux et à quel point le bouleversement l'impacte. Et c'est ce qui va lancer en fait le scénario entre guillemets ou
l'intrigue, parce que s'il n'y a pas de scénario, bien évidemment, il n'y a pas de MJ non plus. Et donc ça Mais il se y a une déroule, carte. et ça se déroule de la manière suivante. Un ambitieux joue son ambitieux, et les autres jouent le destin. Donc c'est comme s'il y avait un joueur et 3 MJ, puis ensuite on change d'ambitieux, et on fait ça jusqu'à ce que chacun ait fait sa présentation. Ensuite, le deuxième acte, ce sont les complications. Donc là, il y a 8 scènes où il va y avoir des péripéties qui vont être narrées. De la même manière, on joue notre ambitieux et les autres jouent le destin. Et c'est l'individu qui faisait partie, enfin le joueur qui jouait le destin, qui a mis le plus de complications dans les pattes de l'ambitieux, qui devient à son tour l'ambitieux juste après. Donc on tourne pas en fait dans un sens horaire de joueur en joueur. C'est vraiment celui qui pourrit le plus l'ambitieux à son tour qui lui commence à jouer et va pouvoir éventuellement atteindre ses objectifs en fait. Donc on est encouragé à pourrir les autres. Il y a une mécanique de pourrissage ou c'est uniquement du RP? Non, il y a une mécanique de pourrissage. En fait, on va tirer tous des dominos et à la fin de chaque scène, on va gagner des dominos. Je vous raconterai plus en détail comment ça fonctionne. Et quand tu veux pourrir l'ambitieux en tant que destin, il faut que tu dépenses des dominos. Donc tu peux pas le faire. Domino que tu n'auras plus quand tu seras ambitieux, c'est ça? Alors si j'ai bien compris, c'est le cas. Donc la structure précise du jeu n'est pas encore extrêmement claire pour moi. Donc on va voir si ça va se clarifier quand Et je donc vais à vous les relire préciser et que les aucun expliquer, d'entre vous n'a jamais joué à ce jeu jusqu'à maintenant. Non, ouais. On est d'accord. Hein. Non, jamais. Juste un point, est-ce qu'il faut que les dominos, tu aies tous les dominos dans ta boîte ou est-ce qu'il peut en manquer quelques-uns? C'est pas précisé, Parce je que crois sais pas, pas je si sais elle pas. est complète ma boîte, voilà, c'est tout. Mais je crois que oui, mais je sais pas combien il doit y avoir de dominos en tout dans une boîte. Ouais, tu vas regarde ça, Maxime, parce que, De toute façon, elle avait l'air remplie. parce que celle-là, elle à a hauteur égale. vécu. Hein. Ça Celle-là, avait elle a l'air très vécu. symétrique dans ton remplissage. Hein, donc C'est ça a l'air la, plein. c'est la boîte de dominos dont je me sers pour Vademecum, donc il y en a. Et On donc fait des dernier parties. acte, simplement pour préciser la structure du jeu, c'est la conclusion. Et donc là, il y a un épilogue qui dépendra à quel point est-ce que l'ambitieux a réussi à atteindre ses objectifs. Alors je me rappelle plus exactement comment on fait en détail, mais finalement il va y avoir un gagnant et un perdant à la partie. Il y a vraiment quelqu'un qui va pouvoir atteindre ses objectifs et quelqu'un qui va se faire rouler dans la boue. Et ça, on va le déterminer en fonction de ce qui s'est passé et des dominos qui vont rester à chacun. Voilà. D'accord, ok. Ok, très bien. En termes d'univers, de couleurs, comment dire, est-ce qu'il y a des consignes quand même? Est-ce que c'est précisé par exemple que ça reste dans l'univers de Sur les frontières ou pas du tout à aucun moment? Il me semble pas que ce soit précisé. D'accord. parce que Alors, c'est- n'ayant pas lu, alors c'est la cité c'est de quand même, Nacre. Hein. c'est quand même, enfin, Manuel en a fait quand même un spin-off. C'est la cité de Nacre. Bon, bah peut-être que c'est suffisant. C'est juste pour savoir si Capitale en termes impériale. de couleurs, justement, ce que disait tout à l'heure Adrien, comment est-ce que tu garantis que les joueurs jouent dans le canon esthétique attendu par le jeu? Eh bien, en fait, il y a quelque chose de très malin qui sont les tables aléatoires tirées à partir des dominos. D'accord. Donc en ok. fait, quand on va créer nos personnages, quand on va créer le bouleversement, quand on va créer ce genre de choses, les relations qu'entretiennent les personnages avec d'autres personnages non joueurs, on va tirer dans des tables aléatoires qui sont présentes sur les règles du jeu. D'accord. Je vais vous en présenter quelques-unes. Par exemple, dans la table des bouleversements, on a un thème qui est le commerce. Le bouleversement, c'est la crise, les prix explosent et de nombreux citadins se retrouvent à la rue, nourris par la soupe populaire. Que s'est-il passé? Qui est le responsable? Donc là, on a un exemple de bouleversement. Je vais vous présenter un Alors, exemple. attends, Ouais. et donc, ce bouleversement, qui a la responsabilité de dire qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qui est derrière C'est tout les ça dominos en fonction du tirage. Des Non, dominos. non, le domino va te dire c'est la crise, mais qui dicte dans la fiction, c'est des emprunts toxiques, c'est Bah, ça devient de comme l'importation, exportation abusive de je sais pas c'est quoi. comme dans Zombie pro- Cinéma. C'est le premier qui parle qui va fixer en fait. Alors oui et non. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un paradigme qui va s'appliquer à tous les joueurs. C'est comme dans Zombie Cinéma, tu sais, quand tu déplaces le jeton, les zombies, ils acquièrent des capacités. Alors, il y a personne en propre qui dit quelles capacités ils acquièrent, mais par contre, ça colorise, en fait, les scènes qui vont venir après. Tu vois ce que je veux dire? Ça les oriente, en fait. Je pense que c'est au fur et à mesure de la partie. Par exemple, quand tu vas jouer l'ambitieux, tu vas pouvoir improviser quelle est spécifiquement la caractéristique des bouleversements, en fait. Quand tu es le destin, tu vas pouvoir également mettre en jeu Ouais, des voilà, c'est éléments. Chacun, en fait, c'est collectif, en fait. Là. Et donc c'est une création relativement collaborative sous contrainte, puisque les thèmes Collaborative. sont imposés. Il y a un autre élément, c'est qu'il y a
pour favoriser l'inspiration et favoriser le canon esthétique, sur la carte, en 2 grandes colonnes, les 7 thèmes qui sont explicités avec à chaque fois une faction, une figure et un monument. Ah oui, Donc si je prends par exemple le thème de l'information, on nous dit c'est le thème de l'actualité, des secrets et de l'imprimerie. On a 3 factions, la plume, l'albinos et les presses souterraines. Et donc si je vous décris simplement la figure de l'albinos, c'est écrit « Celui qui défend la vérité, justicier dans la ville, l'albinos change continuellement de cache pour ne pas subir les foudres de ses ennemis. Fermement déterminé à jeter les lumières sur les arcanes du pouvoir, il est curieusement secret pour un héros de la transparence. Mots-clés, justicier, colérique, méprisant, inquisiteur, renseigné, refuge secret, éthique et vérité. » Donc là, on a juste un élément, et donc il y a 7 thèmes, et à chaque fois, 3 fois, voilà, c'est Et ça. donc tout ça, c'est rappelé de l'autre côté, sur le côté carte. Et non. Donc là, c'est une question que je me pose, c'est à quel point est-ce qu'on va pouvoir jouer avec une seule carte, avec les règles d'un côté Ou alors, et la est-ce carte que de l'autre. En fait, Non, est-ce non, qu'on non, peut voir les le côté rappels, carte en fait, regarde, Est-ce qu'on quand peut tu voir le retournes la côté carte, carte juste retournez la carte, voilà. Si vous allez sur le côté gauche, là où est Antoine, retourne Antoine juste le volet gauche, et vous avez un rappel des règles ici. Voilà, donc Tout à fait. j'avais posé la question à Manuel, je lui avais dit, attends, c'est complètement bizarre, voilà, t'as des rappels en fait, sur les bords de la carte, tu as des rappels des règles. Donc quand tu la replies légèrement. voilà, juste, quand tu la replies légèrement, ce qui permet d'avoir la carte toujours dépliée et en même temps de pouvoir aller regarder les règles quand on en a besoin. Oui, et puis les thèmes vont surtout servir, je pense, à la création des personnages. Je pense que c'est surtout de l'esthétique en fait, et c'est pas très grave si tu oublies que, je sais pas moi, là il y a marqué quoi L'usage, Le hammam, il y a un hammam, donc le hammam c'est un lieu de pouvoir, je sais pas à quoi ça va jouer, mais... l'usage de la carte, en fait, là aussi, joue comme couleur, Valentin. Ah oui, je Si pense. si Alors, vraiment. je ne sais pas, mais c'est clair. Donc, on a, comme je vous disais à chaque fois, alors, La plume elle apparaît là. les donc- factions, les figures, les monuments, qui sont décrits de l'autre côté de la carte, donc dans les règles. Mm. Et sur la carte, on a des icônes qui correspondent à chacun de ces éléments. Donc, on a des petites icônes sur la carte qui correspondent aux monuments, des petites icônes qui correspondent aux factions, et des petites icônes qui correspondent aux figures. Ce qui nous permet, voilà, de nous projeter de manière graphique cette fois-ci. Ouais. Dans la on a couleur les- du jeu, On a quoi. les figures à la droite de la carte, les factions à la gauche Ouais. et les monuments Et, sur le. et quand on Tout à voit fait. le plan de la ville, on peut pas imaginer Manhattan. Tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, c'est ça qui me faisait très peur, c'est que je rebondis encore sur la réflexion sur la réflexion d'Adrien, c'est qu'en fait, on peut pas quand même, tu vois, imaginer un monde. Enfin, je sais Ça pas. ressemble quand même enfin, furieusement à Paris. Ouais, mais tu vois, médiéval. Oui. Ouais. Donc avec l'île au milieu. Ouais, c'est vrai que ça ressemble furieusement à Paris en fait. J'avais jamais fait le rapprochement. Bon bah c'est parti, vous jouez. Moi je ne joue pas, malheureusement, pas le droit, privé de dessert. Mais bon bah bonne chance les gars. Et puis on débriefe après. Va nous chercher l'huile de massage, on va au même. Fin de la partie des marches du pouvoir, enfin ou aux marches du pouvoir. Alors les gars, vous avez choisi d'arrêter la partie au cours de son développement. Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est moi que j'en avais marre. T'en avais marre, Antoine? Ouais, il y a un moment donné, on a eu plusieurs scènes qui se sont enchaînées quand même. On a fait même 2 scènes On a fait 3 scènes. On a fait l'intro puis 3 scènes ensuite. Voilà, on a fait toutes les intros et 2 scènes et demie Et vous avez joué combien de temps? etc. Une bonne heure et demie, ouais. Ouais, c'est ça. presque. Et vous avez passé du temps aussi sur les règles, j'ai l'impression. Oui. Un petit peu, ouais. En fait, je les avais pas clairement en tête, et pour moi, elles n'étaient pas claires à la première lecture. Donc, en fait, j'avais besoin de les lire avec les autres joueurs, au moins pour avoir des précisions, pour avoir leur avis sur les règles. Finalement, en fait, elles sont assez simples. Je sais pas ce que vous en pensez. Oui, au final, Elles oui. sont assez simples. On n'a pas eu trop de problèmes pendant la partie. Il n'y a pas eu trop d'interrogations. Il y avait 2-3 choses sur lesquelles on s'est posé des questions, puis en fait, en lisant bien le texte, tout était très Tout était clair. très clair. Il n'y avait pas de problème là-dessus. D'accord. Notamment Parce que, la création de perso, enfin de partie au tout début. voilà, il faut dire aussi que c'est un jeu qui se présente comme un jeu extrêmement accessible puisqu'il est disponible sur une carte de grand format, c'est vrai, mais malgré tout, les règles, voilà, ne se présentent pas sous la forme d'un livre A4 de 400 pages. Je veux dire, ça. C'est du format A2 à la louche. Donc du coup, Valentin, tu l'avais préparé comment ce jeu? Tu l'avais lu En fait, à je la l'avais barreau parcouru. J'avais essayé de comprendre un petit peu le principe. Mhm. J'avais un peu entrevu l'idée derrière le jeu. D'accord, ouais. Et c'est tout. Donc en fait, ce qui est très bien, ce qu'on peut mettre au crédit du jeu, c'est que j'ai parcouru les règles du jeu qui sont très très courtes.
On les a relus au début de la partie en essayant de préciser. En fait, on a pu commencer la partie directement. Immédiatement. Voilà. Donc ça, c'est quand même quelque chose que je trouve remarquable. C'est de pouvoir comme ça lancer très très simplement la partie sans devoir se coller. Un Et gros pour bouquin de autant, règles, je trouve qu'ils souffrent pas des jeux justement qui souvent peuvent se jouer rapidement comme ça. C'est-à-dire qu'en même temps, par son format, etc., il reste très, je sais pas comment dire, il fait très sérieux. Tu vois ce que je veux dire, on se dit pas que c'est un jeu apéro quand on le voit. Tu vois ce que je veux dire, souvent les jeux en 1 page ou en 2 pages, on les approche un peu comme des jeux, ça va être rapide, ça va être facile, on les fait un peu n'importe comment. Alors que là, on a envie de prendre le jeu immédiatement au sérieux parce que son format, etc. le permet. Et le jeu est fait pour être pris au sérieux et je pense que les parties complètes sont plutôt longues, effectivement. Et vous l'avez joué sérieusement, là, on est d'accord? Ouais, on l'a joué très sérieusement. Ouais. C'est pour autant eu beaucoup d'éclats de rire ou de choses comme ça pendant la partie. Vous aviez l'air d'être dedans quand même. Alors, qu'est-ce qui s'est passé, Valentin, Antoine, qui veut lancer les hostilités? Alors, qui veut déjà raconter un peu la fiction? Voilà, ça, je voulais juste préciser poser un tout petit peu. Donc en fait, au début de la partie, on a tiré une série de dominos pour déterminer nos ambitions, notre attitude, pour déterminer certaines de nos relations, ce qui caractérise en fait notre personnage. Donc Valentin. on avait une sorte de choix sous contrainte. On devait attribuer des dominos pour créer nos personnages. Donc très rapidement, moi je jouais un agent double qui à la fois était révolutionnaire et banquier. Je sais pas. Moi, je jouais un mec frappé de la petite vérole, le visage complètement défiguré, qui gérait un hammam et sans doute plusieurs tripots, maisons closes et compagnie, et qui avait comme objectif d'être craint et qui mentait comme un fou. Comme un arracheur de dents. Moi, Maxime. je jouais un Mélenchon, grosso modo, un membre du Sénat qui voulait atteindre le pouvoir en étant aimé du peuple. Et quitte à être menaçant, donc quitte à être agressif et quitte à lui-même manipuler dans l'ombre pour faire en sorte de monter le peuple contre les élites. Enfin voilà, il voulait que le peuple souffre suffisamment pour qu'il ait vraiment plus rien à perdre et qu'il le porte lui au pouvoir, quoi. De ta candidature. Voilà. Très bien. Antoine. Et moi, je jouais quelqu'un qui était plutôt impliqué dans les activités criminelles de la main en particulier, qui sont les barons des diverses activités de la ville, du charme, du jeu ou autres, qui sont une espèce d'ensemble de familles aux activités un peu limites. Mais j'étais aussi un initié des sceptiques, qui est une faction qui critique l'empereur et son influence, en particulier son influence religieuse, en disant que l'empereur est un mensonge et que ce n'est qu'un symbole qui est manipulé et mis en avant. Et moi, j'étais aussi, comme quasiment tout le monde, je crois, motivé par l'infamie, l'envie de devenir le plus craint comme objectif, et mystérieux en termes d'attitude, de faire des cachotteries, etc. Donc en termes de couleurs, j'ai l'impression que ce tirage de domino permet de créer des personnages qui sont très amples, très profonds. Ouais. Un des trucs, sur la création de perso, il y a 2 choses que je trouve très intéressantes. Adrien. Le premier, c'est que vu qu'on affecte des faces de domino et qu'on ne peut pas affecter 2 fois la même face, on se retrouve à devoir choisir une ambition et une attitude qui ne peuvent pas partager le même numéro. Et celles qui ont les mêmes numéros sont des choses qui semblent aller logiquement les unes avec les autres. Et donc on se retrouve à avoir des personnages, par exemple, comme le personnage de Maxime, qui voulait être célébré et être populaire, mais en même temps, il avait tendance à agir en étant violent. Et c'est des choses qui semblent ne pas aller très bien ensemble et qui donc du coup font des personnages un peu hauts en couleur et qui forcent des traits un peu malsains quelque part. Et on sent que c'est des personnages qui ont des contradictions internes. En ouais, fait, c'est ça, des contradictions internes, et du coup ça les rend intéressants. Ça c'est le premier rend élément. riche. Ouais. Je pense qu'ils sont intéressants a priori, mais je trouve que ça pose quand même problème plus tard, mais pour d'autres raisons sur le système. On reviendra là-dessus. Ouais, peut-être on y reviendra. Développe ton deuxième point. Et le deuxième point, c'est qu'on doit se créer des relations. Et pareil, les relations, c'est on a 2 dominos qu'on a tirés. Enfin 3, mais on en a choisi 2, et 2 dominos qu'on va affecter pour dire je vais avoir telle et telle relation. Et donc il y a 3 tableaux, une c'est des factions, une c'est des personnes et une c'est des lieux. C'est une relation avec ces lieux-là. Et en fait, par exemple, il va y avoir des combinaisons où moi j'ai pu être intendant du hammam. Mais pour avoir intendant du hammam, il fallait le domino qui est 5 sur une face et 1 sur l'autre face. Et donc en fait, ça permettait d'être sûr qu'il y aurait personne d'autre qui serait intendant du hammam. Bien sûr. Et donc en fait, par le fait que les dominos soient tous uniques, on avait tous des relations uniques. Et sans qu'on ait à discuter autour de la table, on se retrouvait forcément à avoir des personnages qui ne pouvaient pas se ressembler, en fait. D'accord. Ouais. Parce qu'on avait ces distinctions-là. Donc ça, j'ai trouvé ça assez élégant.
Et ouais. Alors et puis pareil, ça fait des associations qui sont pas forcément toutes évidentes, du genre, je sais pas moi, être l'amant de un personnage que t'as pas spécialement envie d'être son amant, genre le dealer de la ville ou un truc comme ça. Mais ça, c'est ta face d'ombre du coup, voilà, c'est ta part sombre. Ça crée des choses intéressantes. Valentin, tu voulais intervenir avant que le. Je voulais simplement confirmer tout ce qu'a dit Adrien. C'est vraiment très plaisant d'avoir cette première forme de création sous contrainte. Donc ça, c'est un des éléments qui est au cœur du jeu. Aux marges du pouvoir, cette structure de création sous contrainte. Ouais. Donc là, on la retrouve déjà dans la création de personnages, où moi, personnellement, ça a été assez plaisant en fait d'essayer d'agencer mon personnage avec les contraintes qui étaient celles que j'avais pu avoir avec les dominos. Mais on va retrouver cet élément de création sous contrainte un peu plus tard. Ouais, moi j'ai trouvé ça intéressant, même si c'était un peu long. Parce qu'il a autant le coup des ambitions et pouvoir, c'est très clair, il n'y a pas vraiment à se prendre la tête. Par contre, dès qu'on arrive sur les relations, faut savoir qui c'est, l'héroïne, l'oncle, l'Albion. Alors, soit on se met d'accord pour dire bon, on s'en fout et on le définira ensemble, soit il faut à ce moment-là en fait lire les 2 pages de présentation et s'en rappeler quoi. Et s'en rappeler parce qu'en fait c'est assez riche pour un jeu où tu t'attends à être dans la création spontanée. Moi, je m'attendais un peu à ça. C'est assez riche, en fait, les descriptions. Genre, je vais vous en lire une. Attends, je vais lire laquelle qui était pas mal. Genre sur il y en a un qui s'appelle le roi. Celle qui était très peu claire, c'était l'augure sacrilège. Voilà. En fait, le nom augure sacrilège, ça parle pas du tout. Voilà. Et tu lis, elle a quitté le refuge sacré de sa caste, même si l'odeur d'encens l'accompagne encore. L'augure sacrilège s'est réfugié auprès du peuple, qu'elle guide et inspire par des visions de révolte populaire, de grands soirs et de lendemains qui chantent. Et t'as des mots-clés, prédiction, revendication, ouvrier, révolte, pauvreté. Donc là, d'un coup, c'est clair. Mais mais j'avais pas vu non plus un truc qu'on n'a pas lu sur Naissance et qu'il y avait tout un pitch sur la ville en fait. Et moi, la première question qu'on s'était posée, c'était bon, c'est quoi l'esthétique du jeu? Bien sûr. Et on aurait peut-être dû lire ce gros paragraphe sur Naissance. Je pense qu'on va pas découvrir des choses révolutionnaires parce qu'en fait, quand tu lis les factions, ça fixe assez bien une esthétique, une temporalité. On sait qu'il y a de l'imprimerie, on sait qu'il y a un aspect religieux autour de l'empereur. Enfin, l'aspect background, il est assez clair par ces éléments qui transparaissent, par ces factions, par... Ce que je veux dire, c'est que dès que tu dois faire les relations, t'as d'un coup 7 factions, 7 figures et 7 monuments à lire, et d'un coup ça fait donc 21 éléments à lire, et donc d'un seul coup tu passes d'un truc très intuitif et assez rapide et cool à waouh, ça a été beaucoup plus long d'un seul coup les relations. D'accord, ok. Et je pense qu'une fois que t'as l'univers en tête et les 21 trucs en tête, ça va. Mais quand tu les as pas en tête la première fois, c'était un peu chaud. Mais intéressant, parce que c'est un univers qui est assez, qui suggère beaucoup. Ça, c'est quelque chose qu'on retrouve souvent, je trouve, dans les créations de Manuel Bedoya. Cet univers créé de façon collaborative sur les frontières, enfin, ses adversaires. Et là, ici, ces personnages, et souvent, je trouve que ça fonctionne pas mal. Et en fait, moi, ce qui me pose problème souvent dans les jeux de Manuel, c'est la deuxième phase. C'est-à-dire, une fois qu'on a créé tout ça, il y a eu du maelstrom qui a eu lieu autour de la création de ces personnages, on les imagine bien, on les conçoit bien. Là, on nous dit, et maintenant, vous allez jouer avec. Et là, en fait, c'est qu'on a l'impression que le maelstrom a eu lieu avant et c'est après que les problèmes se posent. Alors là, pour moi, il n'y a même pas eu de maelstrom à la création de personnages parce qu'on le faisait chacun dans son coin. On essayait de se débatouiller comme on peut avec les combinaisons de dominos. Et donc là, moi personnellement, j'ai trouvé au niveau des ambitions et des attitudes, je suis d'accord que c'était intéressant, que ça fonctionnait. Mais au niveau des relations, je l'ai vraiment plus ressenti comme quelque chose de laborieux et de compliqué. On regarde ces dominos, on se dit au niveau des chiffres, quelle combinaison on a. Moi, j'avais uniquement comme option possible 2 ou 3 trucs et vraiment je me retrouvais essayer de me dépatouiller ce que j'avais pour que ce soit cohérent et intéressant avec le reste. Et en fait, plus tu définis des éléments, plus les éléments qui restent sur lesquels tu n'as pas le choix te frustrent parce que tu commences au début ça t'aide à avoir des idées, mais une fois que tu commences à avoir des idées, t'es frustré par ce qui te contraint et tu peux pas créer le personnage tel que tu l'entends. Ouais. Et là on va arriver en fait au cœur des problèmes qu'on a eu avec le jeu, c'est en fait une surcharge de contraintes. Et là, typiquement, on l'a abordé déjà avec les factions, les lieux et les personnages qui sont très décrits. Et où en fait, moi, j'aurais pris beaucoup plus plaisir à plus de liberté créatrice avec en fait des noms plus évocateurs, plus symboliques que décrits. Par exemple, le lieu, le hammam, juste le nom, moi, ça me suffit. Un hammam. Il peut y avoir plein de choses qui ont lieu, j'ai pas besoin d'un texte qui me le décrit, ça me va. Le problème, c'est que si tu mets un personnage comme l'augure sacrilège, l'augure sacrilège, moi ça me parle pas du tout en fait.
Ou alors je l'associe à quelque chose plutôt lié du domaine du religieux plutôt que de la révolte populaire et du mélanchonisme entre guillemets. D'accord. Okay. Et donc sauf qu'en fait dans le jeu, elle est associée à la thématique de l'industrie. Il y a des thématiques fortes et elle est associée à la thématique de l'industrie. Et donc en fait, moi c'est un jeu sur lequel j'aurais voulu juste des symboles forts. Et il y en a certains. Et on compose avec ces symboles. Et là, ce que tu dis, c'est qu'en fait, les symboles sont trop situés, si j'ose dire, dans la fiction pour qu'on puisse vraiment s'en emparer et jouer avec. On n'a pas assez de liberté. Et je pense que tu allais y arriver. Mais moi, le tout premier problème que j'ai eu avec le jeu, ça a été le fait que ta scène, tu la cadres en fonction d'un domino que tu tires aléatoirement en début de tour. Donc, tu as 2 chiffres dessus. Et donc pour chaque chiffre, tu as 3 possibilités, certes, mais quand tu as en tête un personnage... Peut-être le clarifier un petit peu plus, parce que là, c'est un élément très important. Donc la première phase de jeu, une fois qu'on a créé les personnages, c'est on va chacun faire une scène d'intro. On va devoir mettre en scène notre personnage face à la problématique de fond, qui là s'est avéré être la fin de la licence en ville. Donc en gros, on rase des prostituées, on ferme les bordels, on interdit l'alcool, les jeux d'argent, etc. D'accord, ok. Et donc, ça va vous mettre tous en branle parce que vous avez tous des liens avec ces problématiques-là. Ou pas, mais en tout cas, faut qu'on se lie à ça. C'est-à-dire qu'en gros, chacun va devoir prendre la parole à tour de rôle pour cadrer notre personnage en mettant un lien à ça. Donc ça peut être comment tu le subis, moi je le subissais, comment t'en profites parce que tu vas, je sais pas... Parce que t'es donc juste pour clarifier, Maxime, quand tu parlais de prendre les dominos au départ, c'est pour ces scènes d'intro là. C'est ça. Et juste avant de parler, tu tires un domino, tu le retournes, et tu dois utiliser, comme le disait Maxime, des éléments liés à ce domino. C'est des éléments, c'est donc les lieux, les personnages et les factions. Chacun étant numéroté de 0 à 6. Si tu tires par exemple le domino 2 et 6, tu dois utiliser un des personnages, lieux ou factions du numéro 2 et un des lieux, personnages ou factions du numéro 6. Alors du coup, il y a un truc. En fait. Je suis désolé, il y a un truc que j'ai pas compris du coup, Maxime, quand tu as pris la parole tout à l'heure, c'est tu disais que tu avais 3 possibilités. Tu parlais de quoi? Oui, chaque numéro donne 3 possibilités. C'est-à-dire que pour le numéro 1, je peux utiliser le personnage lié au numéro 1 sur la carte. Je peux utiliser le monument lié au numéro 1 sur la carte. Ou le lieu. Ou la faction liée au numéro 1 sur la carte. D'accord. Ce qui est intéressant parce qu'il y a une esthétique globale. Max. Et l'autre truc, c'est que un autre truc que je précise qui est intéressant, c'est qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on a eu cet événement particulier de la licence? C'est parce que c'était le numéro 5 et que c'était le numéro qu'on avait le plus utilisé. Donc nécessairement, l'événement qui lance la partie est théoriquement, en termes de système, quelque chose qui nous concerne plus ou moins tous parce que et là c'était clair, le 5 on l'avait tous au moins 1 ou 2 fois. Et en termes ludiques, c'est intéressant. Par contre, Max. Moi, pour présenter mon perso, j'avais clairement des idées en tête j'avais des idées en tête, et sachant que le jeu se base quand même sur un principe de monologue avec les autres qui peuvent intervenir. Mais ponctuellement, c'est pas des dialogues, c'est vraiment un monologue avec quelques petites questions pour influencer un petit peu, pour guider, pour aider quoi. Donc on fait un monologue chacun son tour. Ouais, et la partie 1, c'est la partie présentation de ton perso, mais alors déjà je peux pas le présenter exactement comme je veux. 2, il faut que je fasse intervenir si je veux gagner, parce que ça c'est le système de jeu, si je veux gagner des points, enfin des dominos et donc des points, il faut que dans mon récit, je fasse intervenir mon attitude, mon ambition et les 2 numéros qui sont intervenus sur le domino aléatoire de début de tour. Ainsi que la problématique de fond. En tout cas pour la première, pour la première, ouais. Ce qui fait quand même pour les premières scènes, alors que t'as même pas encore pu présenter ton personnage aux autres, pour le présenter, tu te retrouves avec 5 contraintes. On peut dire que 3 en effet parce que les 2 de type attitude et ambition, on espère a priori qu'elles devraient sortir facilement parce que c'est le cœur de ton personnage. Bien sûr. Celles-là aussi elles sont difficiles à placer, j'en reparlerai après. Et elles sont quand même pas si faciles à placer parce que t'as peut-être envie de développer ça sur le long terme. Mais moi je me suis senti vraiment, en fait ça a commencé par 30 secondes de blanc parce qu'en gros je cadre la scène dans ma tête vu que je vais pas avoir de retour. C'est moi qui vais parler quasiment tout seul. Et j'ai intérêt à avoir une scène à peu près claire en tête pour que ce soit intéressant à écouter parce que sinon les autres ils vont se faire chier en fait. Ouais, mais qui contrôle que les... Attends, excuse-moi Adrien, avant que vous rebondissiez, qui contrôle le fait que les points aient bien été validés? C'est-à-dire que c'est les autres joueurs. C'est-à-dire que à la fin de la prise de parole de Maxime, si un des autres joueurs estime que il a bien fait part de son ambition, il a bien fait part de son attitude, il a bien mentionné le numéro 2 du domino qu'il a tiré, et il a bien mentionné le numéro 5 du domino qu'il a tiré, et qu'il a bien mentionné la problématique de fond, si les 5, quelqu'un estime que ça a bien été appliqué, il le signale, et Maxime a le droit de piocher un domino.
D'autre part, est-ce que vous êtes en compétition les uns avec les autres ? Oui, bien sûr. Oui, parce qu'à la fin de la partie, c'est celui qui a le plus de dominos qui gagne. Enfin non, pour avoir les points, il y a un système de points à partir des dominos et des numéros de dominos. Voilà, en gros, t'as des numéros associés à ton ambition et ton attitude. Et faut avoir chaque domino rapporte 1 point et chaque face où t'as ces 2 chiffres là, c'est 1 point supplémentaire. Sachant que la personne qui aura le plus de points va gagner de manière grandiloquente. La personne qui aura le moins de points va perdre et les 2 autres vont être dans un statu quo succès mitigé. D'accord, ok. Et donc du coup, t'es vraiment dans un jeu pour gagner. Donc en fait, le jeu te dit, si tu veux gagner, utilise tous tes dominos. Sauf qu'en fait, t'as certains numéros, genre par exemple, moi qui jouais le mec de la pègre, qui a des bordels, des bars, des trucs de jeu, et donc voilà, des thématiques très particulières. Quand je tire un domino où il y a le numéro 2, c'est lié, et c'est ça le problème, c'est que c'est lié toujours à la presse et à l'aspect information et public. Donc ça peut être soit les presses souterraines, donc d'où ce qu'on a supposé que c'était un lieu où se faisaient des impressions un peu hors la loi, soit la Plume, qui est une sorte d'association de journalistes, c'est comme ça qu'on l'a interprété, celui-là on l'a pas forcément lu, et l'autre 2 c'est une sorte de justicier un peu lavé pour vendetta. Et en fait, moi j'avais pas intérêt à ce qu'aucun de ceux-là soit lié à moi. En fait, moi je suis obscur dans mon coin, je fais mes petits mystères, et donc utiliser ça, c'était un peu se forcer hors de ce que notre personnage semble être en cohérence avec. Oui, c'est ça. C'est-à-dire, c'est forcer la cohérence, quoi. C'est ça. Et le problème, c'est que mon personnage veut gagner aussi. Donc, je dois mettre ce 2. Et donc, des fois, ça faisait des trucs un peu tirés par les cheveux parce que, on contorsionne un peu la fiction pour avoir c'est accès ça. Le fait que les numéros soient liés à des thématiques très fortes. Tu vois, si le numéro 2, ça avait été pour les personnages, c'est le journaliste. Mais pour les lieux, c'est le pouvoir. Et pour les factions, c'est la religion. Mais en fait, ça va mélanger plein de choses. Tu peux amener plein de trucs, donc ta fiction peut s'enrichir, mais ça impose pas des thématiques qui sont pas forcément intéressantes pour le personnage en question. Pardon, excuse-moi, Valentin, vas-y. Non. Alors c'était juste pour aller dans ton sens, Adrien, et aussi pour dire qu'il y a quand même quelque chose d'intéressant qui peut émerger de ça. C'est on joue des ambitieux et on a des contraintes qui sont mises sur notre route en tant que joueur. C'est-à-dire qu'on doit intégrer dans la fiction, par exemple, la Plume, ou en tout cas quelque chose qui concerne cette faction-là. On va réfléchir en fait au début de notre intervention à se demander, tiens, comment est-ce que je vais arriver à la mettre en jeu ? Donc en fait, il y a un réel plaisir à se questionner sur la stratégie que nous, joueurs, on va adopter pour construire une narration qui va permettre d'intégrer ces éléments-là pour avoir notre domino à la fin. Et il y a une certaine synesthésie avec l'ambitieux qui résonne sur la manière dont il va essayer de... Moi, j'ai ressenti exactement l'inverse au niveau de la synesthésie, parce que j'ai vu au contraire beaucoup d'exemples dans lesquels on était frustré de pas pouvoir suivre ce que notre personnage aurait voulu faire et ce qu'il aurait voulu prévoir. En particulier, par exemple, Valor avait mis en place une action vachement intéressante à la toute première scène, avec son double enjeu de, en sous-main, amener le peuple vers la colère et de l'autre prétendre soutenir une espèce d'ambiguïté. Et dès la deuxième scène que t'as faite, t'étais frustré de pas pouvoir poursuivre ce point de départ intéressant, de pouvoir utiliser ce que tu avais déjà fait pour poursuivre. Tu as été obligé de partir un peu dans une autre direction, et j'ai l'impression qu'on est plus à essayer de rattacher les wagons et à rattacher la cohérence que moi j'ai pas du tout l'impression qu'on est en train de construire un plan avec un fil rouge, en train de manigancer. Non, en fait. Ce que je dis, c'est pas la sensation de manigance, c'est plutôt la sensation d'essayer de tirer son épingle du jeu dans un monde qui ne nous laisse pas faire. C'est-à-dire, si tu as un plan dans ta tête qui est très très clair, ok, on te donne, si c'est uniquement des contraintes fécondes, tu vas les mixer et faire ta petite vie. L'idée du jeu, c'est de dire, non, t'es un ambitieux qui va probablement échouer, en fait, on n'en sait rien, mais ça va être complexe et compliqué. Donc on te met comme ça dans une situation tendue, où tu dois composer avec des choses que t'as pas choisies, justement. Donc c'est pour aller un peu dans le sens du jeu. Je pense que ça peut être un plaisir de jeu assez intense en fait. Je faisais une analyse un peu similaire aussi, c'est que j'y vois du mal mais j'y vois aussi du bien, c'est que le fait d'être obligé de composer avec la presse ou le mec de V pour Vendetta ou les presses souterraines, en fait ça me rappelle que mon personnage vit dans une ville où tous ces éléments-là de pouvoir existent et où mon personnage, s'il veut être un personnage de pouvoir dans la ville, doit composer avec. Sauf que, donc ça c'est l'aspect intéressant parce que ça force cette cohérence-là. Le problème c'est que
ensuite dans le jeu, on va avoir des scènes. Donc là, c'est la scène d'intro, et ensuite on va refaire les mêmes scènes. Sauf qu'à partir de là, les autres joueurs auront le droit d'utiliser des dominos pour faire intervenir des complications dans nos scènes. Et donc le problème, c'est qu'on se retrouve à avoir 2 sources de complications, qui est celle qu'on tire au hasard et celle des autres joueurs. Et en fait, là, c'est problématique parce que les complications qui viennent des autres joueurs, elles sont intéressantes parce que elles viennent taper là où ça fait mal. Ça rajoute de l'intérêt. Sauf que celles qui sont dictées par le hasard du jeu, elles ont un aspect un peu frustrant, j'ai trouvé. Maxime ? Bah, moi, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'en gros, autant pour la toute première scène, en fait, moi, j'avais déjà, mais ça, c'est un problème de ma façon de fonctionner. C'est que tu me files une base comme ça, une ville, un truc rien qu'avec mon personnage, j'avais déjà plein d'idées de scènes que je trouvais super cool dans la tête. Je suis comme toi. Et le fait de devoir me contraindre à, genre moi j'étais là, faites que je pioche un 3 et un 4, faites que je pioche un 3 et un 4. Ouais. Et bah non. Tout le monde opine du chef. Et j'étais là, bon bah merde, je vais faire ce que je peux avec ce que j'ai. Je trouve que je m'en suis pas si mal sorti, mais je l'ai fait déjà une première fois. Le fait que ça recommence après, autant dans la scène de présentation, je dis pourquoi pas, parce que pourquoi pas. Mais dans les scènes suivantes, je me dis attends, il y a déjà les autres qui vont pouvoir me mettre des complications dans la gueule. Je préférerais pouvoir cadrer la scène, parce que je pense que si j'avais ne serait-ce que pu cadrer la scène tout seul. Et vous laissez vous l'opportunité de m'en mettre plein la gueule, ça aurait été suffisant, parce qu'en fait déjà vous devez comprendre ce que j'essaie de faire avec mes contraintes, sachant que je patauge un petit peu. Et en plus vous êtes en termes de système, faut savoir que les autres sont encouragés à te mettre des emmerdes dans la gueule. Bah oui. Parce que la prochaine personne, en même temps ils te récompensent aussi. Parce que la prochaine personne, non ça c'est intéressant, le fait que la prochaine personne qui parlera sera systématiquement celle qui a mis le plus de contraintes dans la gueule du joueur. S'il y a égalité, c'est le joueur qui décide. D'accord. Cependant, si j'ai mis 3 contraintes dans la gueule de Valentin, je vais repiocher 3 dominos. Donc soit parmi ceux qui sont révélés, soit au pif. Mais Valentin va également désigner la contrainte qu'il trouve comme ayant été la plus intéressante pour lui. Ah. Et la personne qui a fait la contrainte la plus intéressante piochera un domino de plus. Sachant qu'on rappelle que à la fin de la partie, tu gagnes autant de points que de dominos. Donc ton but, c'est d'accumuler du domino avec les bons chiffres. Hein. Donc tu as à la fois intérêt à faire des belles contraintes et à en faire beaucoup. Et en tant que joueur, t'as intérêt à respecter les enjeux. Sauf que c'est ce qu'on dit au début du jeu. Ça fait beaucoup de contraintes au final. Enfin, je trouve. Mais Ouais, mais c'est exactement ce que tu disais. C'est qu'en fait, j'ai trouvé que ce mécanisme d'intervention de joueur était très intéressant et cool. Enfin, parce que voilà, tu viens faire chier le joueur et puis c'est pas du automatique que le jeu te dit. Voilà, il y aura la presse. C'est le joueur c'est les autres joueurs qui vont trouver une manière astucieuse de le faire intervenir. Et ils sont pas en train de réfléchir à... Parce qu'en fait, je pense que ce jeu a un peu le syndrome du problème de Shege. Où le moment où tu dois appliquer le domino que tu as tiré au hasard, c'est un peu te créer tes propres emmerdes. Et c'est pas intéressant. D'accord, ok. Moi, je trouve ça cool. Personnellement, j'aime bien créer mes propres emmerdes. Le problème de Shege ne s'applique pas sur moi, par exemple. Il y a pas mal de joueurs Alors, pour le lesquels... problème de Shege, c'est attention, on crée ces emmerdes et on les résout immédiatement après. Ouais. Pour moi, c'est pas un souci personnellement, parce qu'en fait, tu peux essayer simplement de construire une histoire cool. Et ton enjeu en tant que joueur, ça peut être juste de créer une histoire cool. Donc en fait, tu peux simplement réfléchir. Voilà, ça. Tu peux dépasser le problème de Shege en imaginant un niveau narratif supérieur. Exactement. Ouais. C'est celui des joueurs en fait. C'est souvent la réponse. Le fait que notre exigence soit le véritable gameplay en fait. Antoine, je te voyais un petit peu réagir. J'ai envie de prendre la parole parce que il y a plein de moments où j'ai envie de réagir, mais j'ai du mal parce que je me dis que si je commence à attaquer, je vais avoir un boulevard en fait. Écoute, on va spoiler, c'est-à-dire que Antoine, tu n'as apparemment pas du tout aimé cette partie. Pas du tout. À un moment donné, je te passerai la parole, tu nous expliqueras pourquoi, et puis j'inviterai les autres à réagir éventuellement. Comme ça, je pense. Ce serait. Alors moi, ce qui me frappe beaucoup dans votre tour pour le moment, c'est que il semble que les éléments qui émanent du jeu sont toujours décrits comme des éléments de contrainte. Là où on attend plutôt d'un jeu qu'il nous propose des éléments d'inspiration. C'est un peu ce que tu dis, Adrien, au début du podcast, quand tu dis en fait, j'aurais attendu que des éléments m'inspirent, pas qu'ils m'obligent à faire quelque chose. Alors, ils peuvent m'obliger, mais à ce moment-là, il faut pas qu'ils soient trop nombreux. Non, c'est pas une question de nombre. C'est une question aussi de contenu fictionnel qui leur est déjà pré-rattaché. D'accord. Okay. Le fait que trop détaillé. Ouais, c'est ça. Le fait qu'on parle. Tu vois, par exemple, si je te dis, il y a une faction qui s'appelle les architectes. Voilà. Moi, j'ai pas regardé ce que c'était parce que j'ai préféré juste me dire c'est des architectes. Et après, on va peut-être créer quelque chose dans la fiction. Mais en fait, si tu lis, c'est
Pensez la capitale. Les élites de naissance se retrouvent au sein du club des architectes où ils échangent sur l'avenir de la civilisation impériale, sur les dernières innovations technologiques et sur la défense de leurs propres intérêts. Et donc en fait, là je découvre qu'en fait ce sont des riches qui ont des clubs de discussion. Moi c'est pas du tout comme ça que je les ai joués. Mais en fait si j'avais dû jouer ça, moi je serais mort à la première scène. J'aurais dit c'est bon, je pose le jeu, c'est pas pour moi quoi. D'accord. Ouais, okay. Et donc le fait qu'il y ait un mot-clé qui est évocateur, que derrière il y ait du texte qui est hyper réducteur en fait, parce qu'il... Même si mais en même temps, sans ce texte-là, on n'accéderait pas non plus à l'esthétique et à l'univers du jeu. Il y a un texte d'intro, on peut le lire en début de partie. Il y a des mots, enfin, franchement, avec des mots-clés. C'est complexe. Non, je suis désolé. Si tu prends sur la carte, je vais te lire les lieux sur la carte. Les lieux, je les trouve cool, les lieux. Nous avons les manufactures aériennes. Tu comprends qu'il y a un endroit où des choses sont fabriquées. Et qu'en plus, vu que c'est aérien, ça peut être dangereux, doit y avoir des problématiques particulières. La pyramide. Ouais. La pyramide, c'est vachement évocateur. Les amphithéâtres siamois. C'est vachement évocateur. Il n'y a pas besoin d'en dire plus. Le hammam, le grand bazar moderne, la volière, les presses souterraines, même les presses souterraines. Tout ça, c'est génial. C'est cool. Ouais, la carte est géniale. La carte est cool. Enfin, moi, en fait, ce jeu, je voulais y jouer parce que j'avais joué à The Quiet Year. Yes. J'avais pas eu le même ressenti que toi. On savait bien à ce à quoi on allait jouer. Ouais. Et j'aime bien le concept de jouer avec un support visuel. Et je pensais que ce soit un support d'inspiration. Et là, en fait, tu te réalises que c'est un support de contrainte. Ouais. C'est ça, tu vois, c'est ça la subtilité. C'est que je voulais attirer. Ouais, mais attention parce que l'inspiration et la contrainte, tu vois, c'est les deux faces d'une même pièce, quoi. Et je sais bien. Donc du coup, quelque chose qui peut nous inspirer peut être une contrainte pour quelqu'un d'autre. Je sais bien. Et j'ai le sentiment en fait que beaucoup des éléments de Aux Marges du Pouvoir devrait être vu comme uniquement d'éléments d'inspiration qu'on peut complètement balayer, quoi. C'est exactement ce que j'allais vous dire. C'est-à-dire que moi, j'imagine Manuel Bedouet derrière son casque en train de nous écouter. Il nous dirait, mais bordel, ce ne sont pas des éléments contraignants. Je les ai pensés comme étant des éléments incitatifs, inspirants. C'est pas comme ça que les règles le présentent. C'est pas comme ça que c'est présenté. Le fait de devoir utiliser que tous les éléments apparaissent dans ta fiction, c'est ultra contraignant. Si ça avait été 3/4 et qu'on laisse le droit à une légère... Ouais, ou qu'il y a un truc du genre, s'il y a au moins un destin qui est globalement satisfait et qui trouve que vous avez fait une belle histoire avec, en utilisant suffisamment de contraintes, un truc beaucoup plus, c'est super flou, je suis d'accord. Et on est des gens qui disent système does matter et on va dire, ça aurait dû être plus flou, on va pas se foutre de la gueule du monde non plus, quoi. Mais, Vivien. Juste, j'espère pas dire une connerie parce que j'ai lu les règles il y a un moment, mais il me semble que, ce que voulait arriver à faire Manuel, c'était un jeu qui soit à la fois, donc effectivement inspirant et en termes de produire une belle fiction, mais aussi, un vrai jeu ludique, c'est-à-dire d'affrontement compétitif, etc. Et dans ce cadre-là, la contrainte se comprend comme un défi, en fait. Et je pense qu'effectivement, c'est des contraintes, mais pas au sens de contraintes créatives, au sens de ça va vous permettre de créer une belle histoire, mais plutôt au sens de je vous mets au défi de créer une belle histoire malgré ces contraintes et d'être le meilleur, quoi. En gros, bougez-vous le cul et gagnez en quelque sorte, quoi. Merci, merci le public pour son intervention. Ouais, mais quand tu regardes quand tu regardes ce qui te récompense là-dedans effectivement et comment jouer vis-à-vis du côté ludique, je trouve pas que ça marche à ce niveau-là du tout, parce que les contraintes, on n'a pas dit explicitement ce qui se passe dans les scènes où on met des complications sur les autres. Les complications, on est encouragé à les mettre uniquement pour soit récupérer des jetons, pour soit avoir la parole au tour d'après et ou pour avoir un domino supplémentaire si on a eu la meilleure contrainte. Mais en termes d'impact mécanique sur le joueur ciblé, ça ne change rien. Il doit raconter après lui, toujours dans un monologue interposé. Moi, c'est ce qui me dérange le plus, c'est qu'on a des longs boulevards de parole et les dialogues sont rares. Doit raconter un peu comment il se dépatouille de la complication. Mais il n'y a aucun système pour lui dire à quel point il s'en sort ou pas. À un moment donné, quand un de tes proches, une de tes relations de Valor, le personnage de Maxime, qui a été pris en otage, rien ne t'empêche de dire je suis d'autres personnes, il est libéré, et puis voilà. Il n'y a aucun élément qui te dise à quel point les complications sont fortes ou pas, quels impacts de fiction elles ont. Le seul impact ludique qu'il y a, c'est les dominos qu'on récupère, etc., qui sont des contraintes derrière. Donc la mécanique tourne tout seul de son côté à ce niveau-là. C'est vrai, moi j'ai ressenti ça énormément sur ma scène où en fait j'ai cadré une scène moi-même où je me mettais un petit peu en danger, où mon personnage va à la pyramide présenter ses livres de comptes parce que vu qu'il gère beaucoup de bazar, de bordel et trucs comme ça, avec la nouvelle loi qui est passée qui interdit tous les jeux d'argent et compagnie, a priori c'est quelqu'un qui risque d'y perdre beaucoup. Donc du coup je me mettais en situation où je vais avec mes comptes falsifiés, les présenter et défendre ma cause, quoi. Donc je me mettais un peu en danger, je le savais. Et donc tout le monde intervient en mettant des problèmes. Non, t'as Valentin, c'est toi qui te fait un super problème, qui dit on vous rappelle que vous avez été viré de la bibliothèque pour falsification de comptes. Là tu te dis waouh, c'est génial, et là je me dis putain, comment il va s'en sortir?
Et vu que t'es en monologue, tu t'en sors avec c'était vraiment genre mais non. C'est pas ça qui m'a le plus dérangé. Tu vois, moi ça m'a plus dérangé plus tard, c'est que donc on me dit voilà, vous avez falsifié vos comptes avant. Je fais oui, mais bon, maintenant c'est une entreprise. Avant c'était moi étudiant, le temps a passé, je suis plus le même homme. Blablabla. Bon, peu importe. C'était un peu une pirouette, mais bon. Et ensuite, quand on est arrivé sur quelqu'un dit je fais intervenir un témoin, quelqu'un qui a bossé chez toi. En fait, il y a la question au bout d'un moment de mais comment parce qu'en fait, moi mon personnage, c'est pas le juge qui est en face de lui. Comment moi, joueur, je tranche en disant que le juge me donne toujours raison et en fait, il y a rien qui me résiste. C'est-à-dire, on me met des emmerdes, mais je suis très fort et tout passe devant moi. Alors certes, ça va un peu avec l'esthétique des personnages, mais quand même quoi. Il y a un moment donné, t'as envie que le jeu résiste un petit peu et là. T'as pas senti de résistance. Moi, j'ai pas senti de résistance parce qu'en fait, tant que c'est moi qui parle et si c'est moi qui ai le dernier mot. Moi, je t'invente des solutions à tous les problèmes. Il y a pas de problème. Hein. En fait, c'est marqué dans les conseils du jeu. Les 2 premiers conseils du jeu pour comment jouer l'ambitieux, c'est ne soyez pas timide et ne niez pas le destin. Donc, dans ne soyez pas timide, tout ce que vous dites est vrai. N'ayez donc pas peur d'en profiter pour raconter à quel point la vie de votre ambitieux est un enchaînement de réussites et de concours de circonstances favorables. Après tout, personne ne vous contredira, donc l'histoire du monologue, et les contraintes viendront bien suffisamment vite avec les complications posées par les autres joueurs. Et donc, le deuxième conseil de jeu, c'est ne niez pas le destin. Si une complication ne vous semble pas cohérente, dites-le. Si vous l'acceptez, jouez-la vraiment. S'arranger pour que les complications n'aient aucune conséquence est très facile, mais le destin va rapidement vous opposer avec raison un veto. Donc il y a cette histoire de veto dans la fiction, mais je pense qu'il y a une ambivalence vraiment dans la contrainte qu'on se met, ce qu'on peut réaliser sans résistance claire. Antoine, je te voyais froncer les sourcils. Là, il y a un vrai problème là-dessus qui moi me fait bondir. C'est personne ne vous contredira, mais on peut quand même poser le veto sur une complication. Et une règle fondamentale qui revient à chaque fois, c'est lorsque quelqu'un propose quelque chose, si c'est une complication, ou lorsque le joueur ambitieux propose quelque chose, les autres peuvent s'y opposer et ils peuvent le contredire. Et il suffit qu'au moins une des personnes autour de la table dise je valide ce que tu fais pas aussi vrai pour que ça ait lieu. Donc il y a quand même une forme de jugement permanent sur le fait de dire si jamais la réponse qu'un joueur propose à une complication est trop abracadabrantesque. Alors ouais, c'est ça. Faut que ce soit abracadabrant. C'est pas sur n'importe quel truc. Hein. Moi, si je m'en sors avec une petite pirouette qui semble un peu tirée par les cheveux, mais qui est bien argumentée, et voilà. Enfin, c'était pas abracadabrant ce que j'ai dit. J'ai pas envisagé de faire un veto, quoi. Voilà, ça m'a saoulé parce que je me suis dit c'est facile. Voilà, c'est ça. Le problème, c'est que c'est facile, sans être abracadabrant. J'aurais peut-être dû faire un veto en disant ah non, c'est trop facile. Mais le problème, du coup, le problème, c'est que le jeu c'est trop extrême. C'est soit veto, soit ça passe. T'as pas d'entre-deux. Il y a pas de nuance, ouais. Voilà. Et dans les principes qui restent, il s'est mentionné à plusieurs reprises, il y a vraiment cet aspect du joueur ambitieux qui fait sa scène, il fait son monologue, il doit se débrouiller tout seul avec sa contrainte de départ pour essayer de gérer comme il peut. Et après, si le destin reste muet, il fait tout ce qu'il a fait. Il a fait un monologue, pas de souci. Si jamais ils mettent des complications, s'il y a des hésitations, il suffit qu'un joueur donne son accord pour que le truc ait lieu. Et c'est dit, ainsi pas de blocage. Attends, ça veut dire, j'explique un petit peu puis j'essaye de comprendre. Ça veut dire que concrètement, Maxime dit veto, c'est-à-dire qu'il estime que l'argument d'Adrien pour sauver son personnage devant les juges est, on va pas dire abracadabrantesque, mais qu'il est limite, il est pas suffisant. Il peut mettre son veto, mais à partir du moment où toi, Antoine, pas un veto, faut que ce soit abracadabrant. Oui, d'accord, mais c'est à son jugement, donc. D'accord, mais soit. Mettons, il dit c'est pas suffisant. Alors par exemple, il dit, ça. Lui, il dit, on a eu le cas au début. Ma toute première scène de départ. Alors c'est pas sur une complication, mais le jugement est similaire. Moi, ma toute première scène de présentation, ça a été celle où à la fin, on a déterminé que j'avais pas suffisamment rempli les 4 objectifs à la fois d'une première scène. Je le rappelle. Aussi, hein. Enfin. Non, on l'a fini, on a hésité. Le jeton, mais on a hésité, mais il est prêté présent. Et à chaque fois, il faut qu'au moins une personne valide ça. Mais donc, il y a une espèce d'absolu. Il y a pas d'entre-deux. Soit tu prends pas de jeton, t'as fait ta scène pour rien au niveau de l'avancée ludique, t'es pas récompensé et c'est juste horrible. Soit au moins une personne valide et c'est bon complètement, mais il y a peu de place pour l'entre-deux parce que c'est le seule chose qui est dit sur l'intervention des autres joueurs pendant une scène, c'est le destin peut poser des questions et faire des suggestions. C'est assez léger. Il y a vraiment une autorité majeure du joueur central qui trace son monologue et à la fin on dit monologue correct, très bien, ou monologue mauvais, paf. C'est horrible. Et moi, la raison principale pour laquelle la partie a planté, c'est que ça m'intéressait éventuellement de poser des complications pour tester cet aspect-là que je n'avais pas testé, mais je n'avais pas envie
de refaire une scène principale. Je n'avais pas envie de piocher un domino et de me dire mais qu'est-ce que je vais aller foutre à la volière ou au machin si c'est pas lié à mon perso. Et en sachant que si je jouais, j'avais envie de continuer la partie pour un mois, un temps, en sachant que si je jouais ne serait-ce qu'une seule complication, s'il y avait personne qui en jouait 2, j'avais des chances de me retrouver désigné d'office pour parler ensuite. Et j'aurais dit non. D'accord, ouais. Parce que il y a un taux de frustration qui est énorme et il y a d'autres problèmes. Mais c'est pour ça qu'on a arrêté la partie, c'est qu'en fait on a senti qu'en termes de contrat social du jeu, t'étais plus dedans. Parce que si tu joues plus pour gagner, je pense que à partir de la fin des scènes d'introduction, il a plus parlé. On a fait 3 scènes où on a pu mettre des problèmes et à partir de la fin d'introduction, pendant 3 scènes, il a plus du tout parlé. Et du coup, je lui ai posé la question, mais ça va, tu veux... Non, mais après voilà, j'ai deux trucs à dire du coup parce que Max, vis-à-vis de ce qu'on vient de dire, c'est assez intéressant de se rendre compte que en tant que rôliste habituel, je suis tellement habitué à jouer en collaboration pour créer un truc cool, quitte à charcler mon perso, que cette posture de type non, en fait, on va être en compète contre un système de jeu et un peu les uns contre les autres. C'est très original. C'est très original et du coup ça demande à mon avis à se mettre dans un autre état d'esprit qu'on n'a peut-être pas réussi. Défaire ses habitudes, désapprendre un peu avant. Il y a beaucoup de choses à désapprendre à mon avis qui sont du coup potentiellement jouer ce jeu. Mettez-vous bien dans l'esprit que attention, on va jouer une compète de jeu de rôle entre nous. En improvisation sous très forte contrainte. En improvisation sous contrainte. Donc, mais à partir du moment où tu le sais, je pense, si tu le sais plus, ça peut beaucoup mieux se passer. Et la deuxième chose que je voulais dire, qui est vis-à-vis de quand on a parlé des présentations, autant à partir du moment où je pouvais mettre des contraintes, j'étais beaucoup plus intéressé par le récit des autres. Parce que je les écoutais en me disant à quel moment est-ce que je vais pouvoir intervenir. Par contre, la partie présentation, de devoir écouter les 3 autres parler, je me suis fait chier. Et pourtant, c'est pas de leur faute. Ils racontaient des trucs intéressants. Mais moi, c'est impossible. Je suis devenu prof, c'est parce que je supporte plus, moi, d'écouter quelqu'un qui parle tout seul. Et j'essaie de le faire au minimum, moi, en tant que prof, de parler tout seul. C'est trop chiant moi, je trouve ça trop chiant d'écouter quelqu'un parler tout seul. Mais surtout qu'en plus, on sait où il va en venir. On sait qu'il veut mettre ces 2 phases de domino et qu'il va mouliner le temps que, y a un PNJ qui passe et c'est un mec qui bosse pour bidule et puis il va se promener là-bas, quoi. Clairement, la scène de présentation de personnages, ça devrait être une scène de présentation de personnages libre et que les contraintes arrivent après dans les scènes où il y a des qui est pas de récompense, qui est pas de punition, qui est pas de punition. On vient de commencer la partie, paf, fait une scène avec 4 contraintes, laissez-moi 2 minutes, etc. En plus, alors un truc qui est important de préciser qu'on n'a pas fait, il y a un paragraphe préparé. Que je le retrouve. Préparer son récit. T'avais aussi une spécification de règles, parce que j'ai vu Vivien te montrer quelque chose. Oui, en fait, on se posait la question avec Vivien de savoir si le jugement final qu'on porte sur le joueur concernait la manière dont il résout ses contraintes, ses complications. C'est-à-dire que, en fait, pour que le joueur le joueur gagne un domino, il faut que au moins un autre joueur estime qu'il a rempli 2 objectifs. Le problème, c'est que le chapitre doit comporter les icônes liées aux faces du domino dévoilé, donc les contraintes narratives dont on parlait. Ouais, bien sûr. Et l'ambitieux doit jouer son ambition et son attitude, c'est-à-dire les contraintes qui concernent son propre personnage. En fait, on se posait la question de savoir à quel point récompensé d'un domino ne devrait pas aussi prendre en compte à quel point est-ce que l'ambitieux a surmonté ses complications de manière. C'est-à-dire que si c'est inélégant, on peut refuser de lui donner le domino en disant ouais, mais enfin c'était un peu trop facile. On se posait la question de savoir si cette règle n'existait pas et qu'on l'avait squeezée, ce qui avait posé des problèmes. Mais non, cette règle n'existe effectivement pas. C'est pas ce qui est dit. Le domino se base bien sur les contraintes qui ont été placées ou pas. La complication, il y a uniquement un veto ou des précisions supplémentaires si on trouve que c'est pas intéressant ou pas justifié, et là c'est sur si au moins un joueur valide, c'est validé, mais c'est pas sur l'impact final de la scène. Antoine, donc je voulais parler d'un paragraphe préparer son récit que nous à la fin de la création de personnage on a survolé rapidement et on est passé à la suite immédiatement. Avant de vous lancer dans la partie et afin de disposer de quelques pistes pour entamer le récit des ambitieux, chaque joueur est invité à prendre quelques minutes pour répondre à tout ou partie des questions qui suivent. Et moi j'ai relu ça un peu en détail après parce que sur le moment on est passé immédiatement. À quoi ressemble l'ambitieux? Comment entre-t-il en scène? Au début de l'histoire, où se trouve l'ambitieux? À quoi ressemblent les décors? Qui d'autre est là? Que fait l'ambitieux? Que font les autres protagonistes? Comment l'ambitieux réagit-il face au bouleversement? Qu'est-ce qui marquerait un observateur de la scène? Donc on est censé imaginer une scène, mais ça c'est avant la partie, c'est pas encore les scènes qu'on joue. C'est complètement doublon avec la scène effective de présentation. Donc je ne comprends pas. Et puis t'as pas encore tiré ton domino. Donc c'est à dire que tu vas tirer un domino. À ce moment-là, t'as tiré les dominos. Tu as déjà dit. Non. Ah non, ton domino de scène. Ton domino de scène, tu l'as pas encore tiré. En fait, tu l'imagines librement quelque scène, vu qu'il peut imposer un lieu.
enfin, et qui peut vouloir t'imposer un lieu, tu vas dire, le truc que j'ai préparé, finalement, il faut que je le fasse dans une autre scène. Exactement. Donc les protagonistes sont plus là, donc enfin. La première image mentale que tu te fais de ton personnage, où tu te dis bon, je suis en train de démarrer, j'essaie un peu d'imaginer quelque chose. Tu le fais dans ton coin tout seul de préparation, mais c'est pas une préparation de personnage, c'est une préparation de scène qui ne sera pas jouée. C'est très bizarre. Mais ça, tu l'as décrit aux autres, je comprends, ou c'est juste dans ta tête? Bah non, c'est avant la partie. Tu le fais soit sur ton papier, soit dans ta tête. Je pense que c'est dans ta tête. Tu le réfléchis un petit peu, histoire que quand ton tour vienne de parler, t'aies un petit peu déjà une idée de où aller, quoi. Moi, j'avais un truc dans la tête, genre j'avais une idée, et c'est pour ça que je croisais les doigts pour choper le numéro qui corresponde au personnage avec qui je voulais que mon personnage soit. Mais t'avais une idée qui était liée à la classe de ton personnage, je veux dire à l'esthétique de ton personnage. Ouais, j'avais une idée qui était liée à ce que j'avais fait jusqu'ici. Et avec ces questions-là, je me suis dit, ok, il y a ce truc qui arrive. Où est-ce que mon personnage pourrait être? Et du coup, parce que on les avait lu les questions. Donc moi, je les avais dans ma tête. Je me dis, ok, le personnage, il pourrait être à tel endroit. Et là, je pioche un domino, je pioche un double 2 en plus. Je pioche un double. Double 2. Non, mais du coup, un double, ça veut dire que ma thématique est très claire. Je ne peux pas déroger de la thématique qui était la presse et la communication. Et j'étais là, moi qui avais envisagé une scène d'intimité. Je t'en ai très bien tiré. J'ai pris un peu de temps pour réfléchir. Hein. J'ai quand même pris, je crois, 30 secondes, 1 minute de silence. J'espère que c'est pas trop chiant. Voilà, ça c'est pareil aussi. La réflexion, peut-être aussi. Si on te fixe des contraintes et tu dois réfléchir, il y a des fois où dans ce type de jeu, moi j'aimerais bien qu'on dise, ok, on se revoit demain et puis je vous raconte ce à quoi j'ai réfléchi. Tu vois, si les contraintes arrivent et que je dois immédiatement raconter quelque chose de pertinent, c'est très très difficile. Et ça, c'est souvent un problème que je rencontre dans certains story games. Valentin. Mais en fait, j'ai la sensation que ce que tu décris, Antoine, comme des problèmes, ça peut être complètement vu comme un objectif du jeu. Dans le sens où, si tu penses le jeu comme un exercice d'improvisation sous contrainte, on va simplement essayer de se balancer des punchlines en se balançant des complications, en essayant de jouer avec, en essayant de, malgré tout, arriver à faire son récit avec les contraintes, et que c'est l'objectif du jeu, que de se mettre volontairement dans une situation compliquée d'improvisation, et d'arriver à s'en sortir. Je trouve que le jeu y arrive très bien. Alors, c'est possible. Antoine. Auquel cas, effectivement, j'ai pas envie de jouer à ça, donc c'est logique. Mais je trouve que même ça ne fonctionne pas parce que les récompenses ludiques derrière ça ne marche pas parce que t'es dans le jugement des autres. Si t'es vraiment dans en vrai, on n'est pas en compétition les uns envers les autres. On est en compète envers soi-même. Tu tires un papier de contraintes à placer, tu dois raconter quelque chose qui va les caser. Et oui, t'es dans un effort purement solo. On joue les uns à côté des autres, d'imagination de comment je me débrouille avec mes contraintes. Et après, ce qui va nous mettre vraiment en compétition, sinon on dit à chaque fois non, ta scène je la valide pas, sinon t'as des dominos et tu vas gagner la compète. Donc même ça, c'est très bizarre. T'es purement en challenge avec toi-même et c'est très désagréable. Mais il y a un aspect de fair play, juste. Oui, il y a du fair play, mais il y a pas d'aspect de séduction, tu vois. Tu dois pas la qualité de ce que tu dis n'a d'impact que quand tu rajoutes une complication à quelqu'un d'autre. Mais toi, en tant que comment tu résous tes complications ou comment tu te mets en scène ou à quel point c'est classe. Enfin, c'est con, mais... Ça, c'est pareil. J'ai du mal à comprendre, mais vous allez me l'expliquer. Qu'est-ce qui est vraiment récompensé dans ce jeu? Qu'est-ce qui est récompensé dans le jeu? Pourquoi je vous pose la question? Juste pour aller plus loin. Parce que j'ai la sensation que vous aviez des attentes esthétiques par rapport à vos personnages. C'est-à-dire, à plusieurs reprises... La carte, oui. La carte. Moi, je trouve que la carte, elle est très belle. Elle génère de l'esthétique. Elle génère une attente esthétique. Enfin, moi, elle a généré une attente esthétique chez moi. Voilà. Sachant que là, Vivien a fait une intervention tout à l'heure dans le public pour dire que c'est un jeu ludiste, où donc on gagne mais j'ai pas de problème avec un jeu où on gagne, ça c'est cool. Moi, je venais pour ça. Le truc, c'est que, tu le disais, qu'est-ce qui est récompensé? Voilà. Qu'est-ce qui est récompensé? Ça, c'est très important. Quand c'est mon tour de parole et que je mets en scène mon personnage, je serai récompensé d'un domino si je mets en scène mon objectif, mon attitude et les 2 valeurs du domino sur le truc. C'est tout. Et ensuite, la qualité de ma description, comment je m'en sors face aux emmerdes, c'est pas récompensé. D'accord. Ça peut être puni si je fais des trucs vraiment pourris et qu'on me dit veto, c'est une forme de punition, mais c'est pas une punition en termes de chance de gagner, c'est une punition autour de la table, en termes de social, on va dire. Et ensuite, comment je peux gagner des jetons? Enfin, comment je peux gagner autrement? Je gagne quand c'est pas mon tour de parler. Plus je mets d'embûches aux autres joueurs, plus j'aurai de chances de parler et donc de gagner des jetons à la fin de mon tour. Plus je mets de problématiques et si elles sont cool, là je peux gagner un jeton. Si elles sont cool. Mais du coup, en fait, cette règle de si celui qui dit l'emmerde la plus cool gagne un jeton, elle est cool. C'est une mécanique qui est géniale, mais elle est bancale parce qu'elle n'est que dans un des moments et pas dans l'autre. Il faudrait que quand on parle, on ait aussi cet aspect-là de
putain, tu t'en es sorti comme un chef de l'emmerde que j'avais mis. T'as réussi, par exemple, à recycler un truc que t'avais dit il y a 2 scènes pour le faire intervenir maintenant. J'y avais pas pensé, c'était cool. Ben, ça vaudrait un... Non, par exemple, plutôt, quelqu'un pose un problème et c'est les 2 autres joueurs qui doivent juger si la réponse est cool ou pas. Ouais. Comme ça, on reste dans l'antagonisme quand même. C'est-à-dire, chacun joue quand même pour sa peau, pour sa pomme, pardon. Et surtout, ce qui se passe, c'est qu'au final, au moment précis où quelqu'un met un problème, mécaniquement, ça ne concerne que la personne qui met le problème. Celui qui le reçoit, ça n'a pas d'impact mécanique sur le reste. Et pour la personne qui pose le problème, c'est le fait de poser un problème en soi qui a un impact mécanique. Il a aussi une contrainte, il doit gérer avec les dominos qu'il a, les numéros qu'il a. Si jamais il a que des 2, il doit raconter quelque chose sur le domaine de l'information. Mais une fois qu'il a qu'il a dit « je pose un problème », ce qu'il raconte derrière n'a pas d'impact non plus. À part sur le jugement final. Mais à partir du moment où il pose un problème, s'il en pose de plus en plus ou autre, ça n'est pas le seul élément qui a un impact, c'est le jugement de quel est le meilleur problème. Oui, mais alors, c'est un gros impact quand même. Tu as un domino. Et le nombre aussi a un impact, parce que si j'en mets beaucoup, c'est moi qui parle après, et je peux monopoliser la parole pour gagner de plus en plus de dominos en parlant. Oui, mais en mettre beaucoup, c'est juste en poser beaucoup. En fait, à partir du moment où le geste du domino est posé, 50%, enfin, une grande partie de la mécanique a déjà eu lieu. Ce que tu vas dire après, à part pour un aspect, on s'en fiche. Et la personne qui répond s'en fiche parce que ça n'a pas d'impact non plus sur elle. Donc il y a une énorme part de ce qui est raconté qui ne sert à rien. En termes de système, ce que j'ai eu l'impression, mais c'est aussi truqué par le fait qu'Antoine, tu parlais pas, je pense, c'est que vu que la première scène, c'était Adrien qui l'a fait, il a gagné son domino supplémentaire parce qu'il a fait tout ce qu'il fallait. Et moi, j'ai été le seul à poser une contrainte, peut-être parce que c'était le début, on n'était pas trop chaud. Mais tu vois, j'ai posé une contrainte, donc nécessairement, je suis celui qui en a mis le plus parce que j'en ai mis qu'une, et j'ai forcément celui qui a mis la plus cool parce que parce qu'il n'y en a eu qu'une seule qui a été faite. Ouais. Et donc d'un seul coup, je récupère la parole et je gagne un domino. Je parle, je réussis mes trucs, je gagne un domino. J'avais déjà un domino advantage assez fort. Et moi, du coup, en début de tour, je regarde ce que Valentin ensuite. Non, c'était Valentin qui avait pris la parole derrière. T'es devenu chip leader. Ouais, non mais et je regarde ce qu'il fait en termes de récit, et moi je regarde tout de suite parce qu'on a des contraintes sur les contraintes, enfin c'est marrant. Sur les emmerdes qu'on peut mettre, il y a des contraintes, c'est-à-dire que les emmerdes qu'on peut mettre doivent nécessairement concerner soit les chiffres qui sont sortis en aléatoire, c'est marrant quoi. Soit les problématiques, enfin les relations de la personne. Entre les ce qui limite les dominos que tu peux utiliser. Alors, ce qui théoriquement permet d'éviter le. Oui, mais pas tant que ça, parce qu'au final on a 4 chiffres disponibles. Des fois que 2 ou 3 parce que. Non, mais bien sûr, mais et t'as quand même un paquet de dominos devant toi, donc t'as quand même pas mal de moyens de le faire. Moi, je me suis rendu compte à partir de la 3e scène que en fait, j'ai regardé, j'ai dit, ok, mathématiquement, je peux monter jusqu'à 4 dominos, tu vois, genre. Et j'étais là, bon bah, je vous nique tous quoi. Oui, parce que tu mets 4 dominos par scène et c'est foutu. Hein. Ah, j'ai dit là, à partir de maintenant, je récupère la parole à chaque fois. Parce qu'en fait, parce qu'une fois que t'as dépensé tes 4 dominos, tu les récupères. Tu les récupères à la fin du tour. Et c'est ça qui est vachement fort, c'est qu'à la fin du tour, tout le monde repioche autant de dominos que ce qu'il avait au début. Voilà, tu ne peux pas perdre de dominos en plus. On peut pas perdre. Une fois que tu as atteint les 4 dominos, si je joue 2 dominos de contrainte dans la scène, je vais en récupérer 2. Par contre, je récupérerai pas forcément les mêmes et je peux me faire piquer des dominos cool. Donc il y a un jeu sur les chiffres aussi. Mais n'empêche, moi j'étais là à un point où j'étais là, ok, à partir de maintenant, j'ai l'avantage. Si je le décide de jouer en mode ludiste, je récupère la parole une fois sur 2 à tous les coups. Ouais. C'est ça. Et plus tu as de dominos, plus il y a une inertie qui fait que tu pourras parler plus souvent, que les scènes seront plus longues, tu vas avoir beaucoup de paroles, et au bout d'un moment on pourra pas te rattraper. Il y a une espèce d'inertie qui se crée comme ça, où surtout je pense que si jamais on est vraiment en compétition et que le but c'est de faire le plus de complications possible, moi je me demande ce que les scènes à la fin de la partie auraient donné. Il y aurait eu 8 complications par scène avec le nombre de dominos qu'on aurait eu. Parce que moi, dans l'optique de gagner, au bout d'un moment les complications elles auraient vraiment été un peu tirées par les cheveux, parce que quand on fait la 4e dans la même scène, ça devient tentaculaire. La première chose que j'ai fait quand ça a été le tour d'un autre joueur et que je pouvais rajouter des complications, j'ai fait ok, ça c'est mes dominos. Quels sont les chiffres que je peux mettre en jeu parce qu'il y a ce domino visible et ses relations. Ok, il y a tout ça, il y en a 3, il y en avait 2, donc je vais mettre 2 complications. Et c'était hors de question d'en mettre moins que 2 parce que je joue pour gagner. D'accord. Valentin? Je pense qu'il faut pas trop se prononcer sur ce qu'aurait été la partie. Voilà, c'est ce que je vais exactement dire ça. C'est ça. Par exemple, parlez de la partie, parlez pas de ce que vous imaginez. Juste pour en parler rapidement. Peut-être qu'il peut y avoir effectivement des dominos qu'on a envie de garder et que en fait on les accumule ces dominos-là, ceux qu'on n'a pas envie de mettre en jeu. Peut-être des phénomènes qui émergent. Je sais pas, mais je préfère pas en parler. Voilà, quoi. Des dominos que tu veux gagner, il y en a un seul. Il y en a un seul, celui qui a c'est celui qui a tes 2 chiffres. D'accord. Ouais. Et moi je l'avais ce domino-là, le 4-5. Le double aussi.
Non, le double il est pas intéressant parce que si le 4-4 et le 5-5 c'est oui, tu veux le garder il y a parce 3 que dominos parce qu'il rapporte plus de points. Voilà, il y a un point par domino et un point par chiffre qui te concerne. Donc oui, il y a des dominos que tu veux garder. Mais j'étais comme Adrien. Moi, j'étais dans la partie, j'en étais arrivé au mode ludiste, en mode au début du tour, je fais OK, j'en ai combien que je peux utiliser potentiellement? J'en ai 3, je regarde mes voisins, ils peuvent en faire que 1, 2. Oh bah OK, je vais jouer les 3. D'une manière ou d'une autre, je vais tordre la fiction pour les jouer. Et c'était très frustrant de se dire OK et d'être uniquement attentif à ce que le joueur raconte, non pas pour la beauté de l'histoire, mais bon pour le côté ludiste de comment est-ce que je peux l'emmerder. Et je le faisais pas pour une belle histoire, je le faisais pour gagner. Alors t'as aussi le côté, il faut que ce soit cool parce que j'entends tellement ces critiques. Je les ai eues pour le. Souviens-toi, on avait les mêmes réflexions sur le Val narratif. Ça me fait penser à des critiques. Je suis en train d'entendre des trucs que j'ai déjà entendus sur. Et ouais, mais le Val narratif. Non, on s'en fout. C'est pas le sujet. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est qu'il y a une couche fictionnelle, il y a une couche mécanique. Et l'interaction entre cette couche fictionnelle et cette couche mécanique, elle est pas mal réglée, mais il y a un problème en fait d'interaction entre les deux. C'est ça que je veux dire, Maxime. On n'est pas là pour parler du Valmana. Ouais, non, pas de souci. Mais je disais comment, en fait, pour revenir sur la partie, je me suis dit comment je me suis senti. Dès la 3e tour, je me sentais comme ça, et ça a commencé à me fatiguer très vite en me disant oh putain, si je joue vraiment en mode ludiste, ça va plus me fatiguer que me faire plaisir. Parce que justement, il y a toujours cette dimension esthétique qui vous a, je le maintiens en vous écoutant, c'est ça que je me rends compte, c'est que vous attendiez un jeu très esthétique, vous vouliez faire des personnages classe, et au final vous vous retrouvez face à un jeu dont la fiction sert des enjeux ludistes. En fait, je trouve ça dommage que la manière de gagner se soit liée à des points qu'on compte. Et comment sur des critères esthétiques du coup t'aurais gagné Pas à la fin. Moi je pense par exemple au Baron de Munchausen ou à Minuit pour toujours, où la victoire se détermine par des phénomènes fictionnels en fait. Ça va être les joueurs décident qui a gagné à la fin, sachant que t'as pas le droit de voter pour toi, parce que c'est lui qui s'est sorti le mieux de ses emmerdes, parce que c'est lui qui a raconté la meilleure histoire, parce que voilà, ou alors parce qu'il a accompli un objectif qu'il avait écrit secret quelque part. Enfin, moi je trouve ça, parce qu'en fait, soit c'est un jeu où on compte des points et du coup c'est plus proche du jeu de plateau, et l'interaction fiction-jeu de plateau, en général, c'est pas terrible. Enfin, je sais pas. Soit c'est un jeu de fiction d'abord, où il peut y avoir une esthétique cool, où on est récompensé pour de l'esthétique, mais ça peut être compétitif, hein, attention. Hein. Non mais c'est ça. Je me demande à quel point, pour faire une bonne partie, faut pas vraiment choisir ta dynamique, se mettre d'accord et se dire ok, on joue sim, on fait une belle histoire, et puis en fait les points on les fera à la fin, mais ça permettra juste de dire qui a gagné. Oui, qui a gagné d'un point de vue fictionnel, tu vois. Mais pour autant c'est peut-être pas lui qui aura été le plus classe, tu vois. Mais le problème c'est que même dans ce cadre-là, Antoine, en fait la condition de victoire arrive à la fin d'un coup, au moment du décompte des points, même s'il y a moyen de l'avoir venir si un joueur mène énormément. Et donc, il n'y a pas d'évolution des objectifs et des points des personnages. Il n'y a pas de fil rouge. Ça revient à l'idée qu'il n'y a pas de planification. Il n'y a pas, et c'est pour ça que pour moi, c'est un ludisme que je trouve bizarre, parce que tu n'as pas t'es dans une optimisation scène par scène de ce que tu fais. Et à la fin de la partie, on compte les points et on va juste se dire, ah bah c'est un tel qui a gagné. Ah bah du coup maintenant faut qu'on réfléchisse à comment toutes les scènes qu'on a racontées avant, qui étaient disjointes les unes des autres parce qu'elles étaient dans des lieux différents avec des contraintes différentes, comment est-ce qu'elles amènent à raconter ce qui l'a amené à la victoire de façon soudaine. À aucun moment tu ressens le côté dans cette scène j'ai avancé vers ma victoire, ou dans celle-ci j'ai vraiment fait un pas majeur. Non, parce que les complications que tu manges, t'es juste obligé d'y répondre pour que la scène continue, pour que des gens puissent en mettre d'autres. Donc, la fiction ne construit pas quelque chose vers une logique d'une résolution de quelque chose. Dans ce jeu, il manque la carapace bleue. Le fait que quelqu'un qui ait beaucoup de dominos, on puisse lui tomber dessus, tu vois, et qui est vraiment un aspect complot à Mario Kart. Ouais, qui est vraiment un aspect complot, le dernier peut lancer d'une ville qui défonce le où le mec qui est en tête, les autres lui tombent dessus parce que on sait que c'est pas contre le dernier qu'il faut se battre, c'est contre le premier. Ça y est pas. C'est dommage. Valentin, pour te passer la parole, sauf si tu voulais rebondir là-dessus. Est-ce que c'est pas le jeu typique idéal pour justement du jeu en performance dont tu nous as... Parce que là, du coup, on est vraiment dans des contraintes de jeu qui nous obligent à produire une performance pour le coup, j'ai la sensation que c'est une question naïve, hein. C'est pas une question piège ou... Il faudrait expérimenter ça, en fait. Parce que c'est... Il y aura Félix de tester ça. Ouais, c'est ça. Essayer de voir, je pense que ça peut être intéressant de le prendre comme ça. Pourquoi pas? Pourquoi pas, effectivement. Si le test est marge du pouvoir, est-ce que... Ouais, parce que comme on dit, moi, pour donner mon avis perso, je suis hyper intrigué, en fait. Par le jeu. Je suis déçu de ce qui s'est passé là, mais
je suis quand même super intrigué mais en même temps le rapport tant que ça m'a pris parce qu'en fait on s'est rendu compte suffisamment tôt qu'il y avait des soucis, donc je suis pas frustré et je serais vraiment curieux moi par exemple de faire une table à 4 en disant bah ok mais je vous préviens on joue en mode sim. Moi je serais curieux de le tester ça, tu vois, pareil. De faire aller maintenant ok on utilise les dominos mais on est avant tout dans le simulationnisme, on oublie le côté à fond performance, on est surtout là pour faire une belle histoire et on comptera à la fin, mais peu importe si on perd en fait, ce qui compte ça aura été de perdre avec panache, mais je sais pas si c'est l'esprit du jeu. Alors là je suis en train peut-être de projeter des attentes sur un matériel de base et de faire des rillettes, je sais pas. Je suis intrigué, quoi. Mais c'est pas grave en fait. C'est-à-dire que si jamais on trouve clairement une façon qui nous permet de jouer au jeu de manière plaisante, et bah let's go quoi. Let's go. Il y a pas de problème. Oui, encore une fois, le matériel nous donne vraiment envie de le faire. Et ouais, effectivement, moi, tu vois, maintenant que je vous ai entendu, si je sors ce jeu un jour, je voudrais en tirer le sel esthétique. Vraiment, la dimension du 10, moi, je la mettrais pas aux orties, mais je dirais, bah non, on passe, il y aura pas de gagnant, pas de perdant, sauf, et en fait, les chiffres, on s'en fiche pour ce point de vue-là. Par contre, les fiches génèrent aléatoirement des contraintes narratives, quoi, éventuellement. En fait, une manière de jouer à ce jeu, donc pour reprendre un peu ton parce qu'il donne envie, ce jeu, c'est ça. Ouais, ton histoire de la performance, c'est, en fait, on peut simplement se dire que le système de jeu est un ensemble de contraintes. Toutes les règles en fait sur quand est-ce que tu peux mettre des complications, quand est-ce que tu passes la parole, etc. Ouais. Et en fait, on peut essayer de tous collaborer pour essayer de à tout instant faire l'intervention la plus cool, la plus intéressante, la plus sympa. Et on peut voir tout le système simplement comme un ensemble de contraintes créatives qui vont à la fois nous féconder notre imaginaire et nous mettre un peu des bâtons dans les roues qu'on va essayer de. Donc je pense que ce mode de jeu-là est aussi un mode de jeu pertinent. C'est pour ça. Est-ce que Antoine, pour te repasser la parole aussi, est-ce que finalement ta grande déception n'est pas aussi liée au fait que tu avais des grandes attentes quand tu vois le jeu sortir ? Oui, effectivement, mais le cœur de ce qui me dérange, c'est pas tant. C'est le déséquilibre entre l'attente esthétique de ce que le jeu propose, mais surtout le fait que c'est à nous de faire tout le taf, quoi. C'est à nous de vraiment. C'est un. Moi, j'avais pas. Bah ouais. Mais ouais, mais ça c'est une constante. Ouais, mais là c'est trop, en fait, quoi. Mais t'as déjà joué à Sur les frontières ? Non. En fait, ça c'est vraiment un truc que je trouve chez Manuel Bedouet en fait. D'une manière générale, dans son attirail pour l'instant créatif, c'est qu'en fait, au départ, tu crées les ingrédients et après, je vais pas dire que c'est à toi de créer le jeu. Mais pas loin. C'est-à-dire, tu vois, il y a toute une dimension réglage aussi que tu dois faire autour de la table. Enfin, sur les frontières, par exemple. Je me suis senti beaucoup plus soutenu dans Summer Camp. Oui, alors mon Summer Camp est particulier là-dessus, mais parce qu'il est plus tradi, je trouve, dans sa forme, donc on retrouve plus facilement son système 0. Et même ici, sur les frontières, on était beaucoup moins soutenu qu'ici. Ici, on avait un cadre sur comment se passe chaque scène, etc. C'était beaucoup plus carré. D'accord. Okay. Mais moi, le problème, c'est que il y a des moments où on est perdu sans être soutenu, et il y a des moments où on est juste frustré et contraint, mais à peu de moments, on est dans le juste milieu d'être soutenu et inspiré. C'est vraiment comme ça que je l'ai perçu. Maxime, moi, je l'ai perçu sur ma scène avec mon double 2 quand même, tu vois, mais peut-être parce que tu vois, j'étais à la fois j'étais contraint et en même temps ça allait. C'est-à-dire que l'esthétique et le ludique se croisaient. Bah ça s'est croisé, et je pense que quand ça se croise c'est beau, mais alors moi je me suis très curieux aussi et si on avait fait jouer des gens qui ont soit jamais joué au jeu de rôle ou qui sont pas des routards, je serais très curieux de voir comment parce que tout ça, l'idée de créer des persos classe et de faire une belle histoire, est-ce qu'ils en auraient pas juste rien à foutre et ils créeraient un truc cool spontanément, quoi. Tout à fait. Bon, je suis avec des si, mais je suis curieux parce que en même temps c'est un jeu à côté de ça hyper simple à présenter. Les règles sont assez en fait justement il y a pas mal de contraintes, mais parce que nous on sait improviser, mais des gens qui savent peut-être. Et encore une fois, domino et cartes sont du matériel qui peuvent ne pas effrayer un public. Ouais, je sais pas si le public du coup je sais pas si Manuel a réfléchi est-ce que le public c'est plus les gens qui savent bien improviser et qui aiment avoir les contraintes, ou est-ce que c'est plus les gens qui ont besoin de contraintes pour faire un truc, tu vois, je sais pas. Je pense qu'il a réfléchi à ça. Attention on sait improviser, c'est un peu simpliste, parce que justement moi ce que j'ai mal vécu au début, c'est ce côté où je trouvais que ce que je racontais c'était pas génial. J'avais un début d'idée ou de scène où je commence à me dire bon, j'ai un début d'idée de personnage, je vais voir un peu construire en cours de route comme j'ai le sentiment que vous le faisiez. Mais très vite, ce qui dans ma première scène m'a le plus plombé, c'est le moment où je me dis bon, le premier de mes 2 chiffres de domino, je l'ai
un peu placé, c'était pas ouf, c'était une référence indirecte, machin. Il me reste le deuxième. Et en fait, t'es systématiquement obligé de faire 2 scènes en une très souvent, parce que c'est compliqué de mettre les 2 éléments du domino au même endroit. Et beaucoup de scènes sont doubles, sont 2 scènes en une, parce que tu fais un truc, puis t'es là, ouais, bon, la presse souterraine et le l'augure séculaire, je sais plus. C'est difficile de les mettre en même temps. Donc souvent, tu joues une scène, tu la racontes. Et après, tu fais bon, maintenant il me reste mon autre numéro. Alors, scène numéro 2, je me déplace. Il y a plein de scènes où on a un déplacement, où on change de lieu. Et donc, elles sont déjà qu'elles sont longues et que c'est des monologues, elles deviennent encore plus à rallonge. Donc, c'est assez bizarre. Et moi, vraiment, moi, je dirais pas que je suis quelqu'un qui sait pas improviser ou qui a pas l'habitude de jeu de rôle ou tout ça. Mais il y a des formes d'improvisation qui se nourrissent d'inspiration et d'aide et pas de contraintes. Et là, j'aimerais parler de ce qui pour moi dans le jeu est un des éléments centraux qui poserait problème, c'est par rapport à tous les paragraphes d'explication des 21 thèmes. Déjà, à partir du moment où les thèmes sont détaillés à ce point, expliqués dans des paragraphes qui par ailleurs sont intéressants, il y a des choses chouettes dedans, l'esthétique de la carte, etc. Pour moi, elle est présente et elle crée cette envie-là. Et se contenter de dire que le jeu n'est pas que dans du ludisme pur dans sa proposition, pour moi. Mais nous, on l'a bien ressenti, les 21 thèmes, enfin les 7 thèmes déclinés en 21 icônes, on les a très vite bazardés parce que c'est beaucoup trop à intégrer d'un coup. Et en fait, j'ai vraiment ressenti ça comme malheureusement une espèce de combinaison de 2 options, 2 problèmes opposés, mais les 2 horribles. Il y a le problème de 21 thèmes, trop de trucs d'un coup, on peut pas tout retenir, on est perdu au début, quand on a fait les relations, etc., on a essayé de regarder 2 par 2, on a passé un certain temps à vraiment se dire, alors attends, si je combine héritier du roi barbare, c'est qui le roi barbare, avec ça, oh mais l'oncle, j'ai la flemme de lire, alors machin. Donc il y a un côté du jeu où on est perdu par l'amplitude trop large des choses, ouais, et le fait qu'il faudrait tout lire avant de commencer, ouais, et l'instant d'après, on passe de 21 trucs à ces 2-là, contraint, t'as pas le choix. On a les 2 pires, on a le flou total de 21 machins, qu'on est censé connaître pour pouvoir jouer, et ensuite on passe immédiatement à 2 trucs précis. T'es pas censé connaître les 21 pour pouvoir jouer ici, pour les intégrer dans les scènes des autres. T'es pas censé connaître le paragraphe qui correspond aux 21 éléments. C'est comme on en parlait tout à l'heure, ce sont des éléments qui sont... Par exemple, si tu es en panne d'inspiration, à un moment donné, tu fais alors attends, le roi barbare, ah bah tu peux lire le paragraphe, peut-être ça va t'aider. Oui, mais il faut retourner la carte pour ça. Effectivement. Il y a ce point précis. Et surtout dans les scènes des autres pour pouvoir amener des complications. Ou alors, autre possibilité, dans les relations que tu crées pour caractériser ton personnage, en fait, ces paragraphes-là, qui sont du même côté que celui des relations, te permettent d'avoir une inspiration plus détaillée pour ton personnage. Après, il y a une question. Ouais. Juste une petite question que je me pose. Est-ce que le jeu est vendu avec 2 cartes ou une seule ? Une seule. Une seule ? Ok. Parce que moi, je l'ai reçu avec 2. Donc c'est pour ça voilà, bon, c'est un hasard peut-être. En fait, pour moi, il y a un problème de surcharge cognitive. Au-delà de l'effort d'imagination, déjà la création pure dans un monologue tout seul, c'est que dans ta scène à toi, tu as 4 éléments à considérer que tu dois placer, ce qui est déjà beaucoup. Mais dans les scènes des autres, tu dois avoir en tête les 2 éléments de leur domino qu'ils sont en train de placer. Et là, c'est pas un thème global, ça devient une icône précise. À partir du moment où ils ont fait un truc à la pyramide, c'est l'un des éléments du thème de la pyramide, donc c'est un truc précis. Et ensuite, tu peux faire intervenir leur relation quand tu veux. Mais leur relation, c'est pas, encore une fois, c'est pas le thème global de l'empereur, c'est l'héroïne. Et donc, tu dois en permanence, tu dois noter sur ta fiche les chiffres des autres, savoir que c'est l'héroïne, c'est machin. Et donc, pendant la scène de l'autre, t'es en train de te dire, alors, mes opportunités d'action, c'est la faction des architectes, parce qu'il y a une scène avec eux là maintenant, le monument des manufactures aériennes, parce qu'il est avec eux là maintenant, et je dois me rappeler en même temps, attends, c'est qui déjà l'héroïne, parce qu'il a un lien avec elle, et il a un lien avec l'académie. Toi, tu t'es trouvé. Et en plus, je pouvais plus très vite. Et en plus, tu dois écouter ce qu'il dit pour vérifier qu'il place bien ses 4 contraintes à lui. D'accord, oui. Ouais, donc ce que vous décrivez là, c'est des états de surcharge cognitive. C'est-à-dire, vous dites. Moi, c'était vraiment ça. C'était comme le magicien qui a trop de sortilèges, trop d'efforts à faire, trop de choses à imaginer tout seul, et pas assez de récompenses pour ça ou de satisfaction. Même de moi-même. Moi-même, la scène que je racontais au début où j'ai pas eu le jeton initial, j'étais globalement d'accord avec vous. On t'a vu en galère, hein. Ouais. On t'a vu en galère. Ouais. J'ai une petite question pour vous globalement. C'est est-ce que le problème aussi ne vient pas de la contrainte que fixe le terme même de monologue ?
parce que le mot que vous répétez le plus depuis tout à l'heure dans vos descriptions, c'est ce terme de monologue. Le monologue, il est souvent associé à des vertus négatives, c'est-à-dire qu'on monologue, c'est souvent un mauvais terme. C'est-à-dire, il y a qu'au théâtre qu'on l'emploie de manière neutre, le monologue, comme élément scénaristique parmi les autres. Le monologue, en règle générale, c'est un défaut. Tu parles tout seul pendant des heures, tu fais ton monologue, etc. Donc, est-ce que finalement, si tu remplaces le mot monologue par cadrer une scène, du coup, tu fais, t'as plus besoin de parler autant que ça, en fait. Le problème, c'est que c'est qui parle à part toi? Parce qu'en fait, avec quelle répartition de l'autorité? Non, justement, le mot monologue, c'est nous qui l'avons ajouté. Hein. Attends, mais les problèmes, t'as pas le droit d'en poser tant que t'avances pas un domino. Oui, mais justement, si tu dis, en fait, tu dis si on cadres change une les règles, scène, on peut avoir un autre jeu, c'est ça? Non. Ce que je veux dire, c'est que si tu prends le monologue au pied de la lettre et que tu imagines un monologue au sens strict du théâtre, tu te fixes une contrainte supplémentaire que si tu le vois comme faites des propositions. Alors attention, parce que le mot monologue, c'est nous qui l'avons ajouté, c'est surtout moi pour décrire le ressenti. C'est pas le mot qui est le mot qui est mentionné. C'est pas un mot qui est dans la base. Non. Voilà l'information mais qui m'intéresse. Concrètement, vous parlez de monologue. C'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que vous le ressentez. Dans la base, c'est écrit cadrer des scènes. On est d'accord. C'est écrit qu'il y a des chapitres. Au cours de chaque chapitre, un des ambitieux est au centre de l'attention et c'est son joueur qui est le narrateur principal. Et voilà. Ce joueur peut raconter absolument tout ce qu'il veut sur le destin de son ambitieux pendant son chapitre, en respectant quelques limites, etc., etc. Voilà, et le seul élément qui est précisé. C'est pas un monologue. Parce que le seul élément qui est précisé sur le rôle du destin, c'est le destin peut poser des questions et faire des suggestions, mais comme la personne est déjà en galère à placer ses trucs, en général, tu la laisses réfléchir, tu l'interromps pas. Et le seul moment. Pourquoi on a aimé les scènes de contrainte? C'est parce qu'enfin, il y avait du dialogue. D'accord, ok. L'interaction qui vous a. Ok. J'essaye de préciser. Peut-être que Manuel te dirait, ouais, mais enfin bon, il faut poser beaucoup plus de questions en tant que destin. Genre, oui, et qu'est-ce que tu fais là? Et est-ce que t'as vu machin récemment? Peut-être que là, il y a peut-être un flou dans les règles qui sont mal transmises sur ça, peut-être. Ouais, peut-être qu'on aurait pu beaucoup plus en tant que destin intervenir. Et poser beaucoup de questions. Genre, ok, t'es venu et du coup tu vas partir à quel groupe? Parce que j'ai l'impression que parce que ce qui est bizarre, c'est que quand on se place dans une situation de monologue, on a l'impression que le joueur est à son tour et MJ tout seul. Alors que moi, on m'avait pas vendu le jeu comme ça. On m'a vendu le jeu. Il y a un joueur et il y a 3 MJ. Bah non, parce que la différence. Ouais, mais c'est pas ça. Là, les règles disent clairement pas que les destins ont l'autorité sur les autres. Ils ont pas d'autorité. Ils ont pas d'autorité. Les seuls, enfin, il y a clairement écrit qu'ils peuvent poser des questions. Alors évidemment, si c'est pas à l'Apocalypse World, c'est précis les questions de et comment tu te retrouves avec un poignard avec le cadavre de l'empereur sous toi. Tu vois, on peut pas faire ça. Enfin, le jeu dit clair. Enfin, ça manque d'exemples. Enfin, peut-être qu'avec quelques exemples, ça aurait été mieux. Mais l'agentivité, enfin, les possibilités qu'ont les destins, c'est de regarder leurs dominos et de poser des contraintes. Et ils y sont encouragés ludiquement parce que c'est ça qui va leur permettre de gagner. Donc en fait, t'as déjà trop de choses à réfléchir, tu vas pas en plus te mettre en posture de MJ, quoi. Bien sûr, je te comprends très très bien. En fait, d'où vient ma réflexion, c'est que je me dis, si c'est pas précisé que tu dois faire un monologue entre guillemets, si c'est juste dit cadrer scène, ça peut être très simple. En un sens, ça peut être juste, je suis au hammam. Et là, je me tais et j'attends que les gens. Et si personne dit rien, on te dit, c'est la fin de ta scène. T'as pas cadré ton numéro 2, t'as pas cadré ton ambition, t'as pas cadré ton. Ouais. D'accord, ok. T'as rien fait. D'accord, ok. Ouais, et puis les conseils de jeu vont dans ce sens-là, quoi. Ne soyez pas timide, n'ayez donc pas peur d'en profiter pour raconter à quel point la vie de votre ambitieux est un enchaînement de réussites et de concours de circonstances favorables, quoi. Ça laisse à penser à un monologue. Okay. Un monologue, de la même manière, dans Comment jouer le destin, il y a soyez à l'écoute. Non, est-ce que restez bien attentif pendant le chapitre de votre ambitieux. Comme on était aussi dans l'idée que comment les débutants pourraient prendre ce jeu. Le problème du terme monologue, c'est qu'il fixe ses contraintes créatives très fort. C'est très compliqué pour des débutants. Improviser comme ça pendant une partie, c'est très difficile. Hein. Peut-être pas justement parce qu'il se fixe pas autant de contraintes que toi en tant que rôliste routard. En termes de performance, toi en tant que rôliste routard, tu as un niveau. Mais il y a quand même des gens qui ont jamais fait de théâtre d'impro, qui ont jamais fait de jeu de rôle, d'improviser comme ça. Et surtout, il y a le jugement des autres qui est explicitement posé derrière. Peut-être. Ouais. Le malaise, parce que c'est pas juste décrire ton personnage, c'est décrire ton personnage avec un lieu parmi ces 3 trucs, avec un personnage parmi ceux-là, et en plus faut que tu mettes ton ambition, faut que tu mettes machin. Enfin, c'est. Quand je dis que je voulais pas faire une scène supplémentaire, c'était moins par frustration et par ennui que par malaise de cette nature-là, c'était trop dur, malaise improvisatoire de voir. J'aurais rajouté un point. Antoine, un mini point qui est pour dire évidemment, je suis complètement dans la subjectivité dans tout ce que je raconte. C'est moi qui vécu la Alors d'abord, on ne juge qu'une partie. Je juge complètement la partie. Pas un jeu. Et je donne des éléments dessus. Voilà, un point avec supplémentaire ces joueurs-là. qui est mon dernier point globalement.
les attitudes des personnages et leur ambition, qui au début font partie de ce qui nous donne envie d'avoir une esthétique, ou t'imagines voilà Valor qui avait pour ambition je veux être aimé de tous pour prendre le pouvoir, mais comme attitude être menaçant. Bah, c'est hyper intéressant, ça crée un personnage ambivalent qui peut faire des choses intéressantes. Mais concrètement derrière, comme être menaçant, tu dois le placer à chaque scène. T'es plus ambivalent, t'es que menaçant. Et on a vu à fond que il y a plein de scènes où t'avais du mal à être aussi menaçant que tu le voulais, parce que comme tu joues un personnage ambivalent, le jeu te dit non, tu dois être menaçant, tu dois être une caricature, et tu dois pas être dans la nuance, et tu peux pas faire une scène menaçante, puis une scène mystérieuse, et donner du contraste. Et tu peux pas faire un personnage, si tu veux gagner des points, qui alterne entre des marches. Je suis pas entièrement d'accord, parce qu'il suffit qu'il y ait un seul des destins qui soit d'accord, parce que moi, par exemple, quand je dis, c'est risqué. Quand dans ma scène numéro 1, Adrien dit ouais, je suis pas d'accord, t'as pas été menaçant, vous avez été deux à dire ouais, si quand même, parce que moi, dans mon esprit, le fait de en public, enfin dire des trucs en public et en off, en fait, encourager les violences envers mon personnage en off, il encourageait les violences des citoyens entre eux. C'est-à-dire qu'en fait, il allait imprimer des tracts pour dire aux citoyens, ouais, défoncez-vous la gueule les uns les autres. Pour moi, c'est hyper menaçant. Alors oui, je suis d'accord que c'est en off, mais c'est pas une attitude directe, alors que menaçant, tu peux le prendre comme attitude directe du personnage. En fait, si tu regardes dans les autres attitudes, il y avait mensonge et mystère. Et donc ça, c'était plus une attitude de mensonge ou mystère, je trouvais, que de menaçant. Je comprends, mais tu vois, moi, j'ai joué sur ce tableau-là. Non, mais je comprends, je comprends. Parce que c'est vrai qu'en effet, sinon, si je dois être agressif tout le temps, sinon je deviens vraiment Mélenchon, quoi. Je suis tout le temps vénère, sauf quand c'est des copains qui m'interviewent, enfin. Moi, je devais mentir tout le temps, voilà, bah oui, c'est caricatural, bon, ouais. Voilà, donc encore une fois, conclusion du podcast. Avec cette team-là, dans ce mode-là, apparemment, bon, le jeu a dysfonctionné. Encore une fois, il suffit qu'un seul joueur ne s'amuse pas au cours d'une partie de jeu de rôle pour que le maelstrom tout entier soit défoncé. Hein. Donc là, en l'occurrence, on a bien compris, hein, Antoine, vraiment, ça t'a pas du tout fait triper. Maintenant, ça n'empêche pas qu'on invite les gens à regarder de près ce jeu, ne serait-ce que dans son esthétique et tout, il y a des choses à creuser, je pense. Moi, je dirais de façon générale, en fait, il faut avoir l'avertissement de qu'est-ce qui peut se passer mal. Voilà, c'est ça. Et là, c'est le cas. Voilà, on a vu ce qui se passait mal. Et en fait, à partir du moment où vous comprenez que il vaut mieux pas y jouer à 100% ludiste parce que sinon, ça dysfonctionne. Avec nous, encore une fois, là, tu parles de ton système de jeu, Adrien. C'est ce qui te plaît à toi. Moi, ce que j'attends plutôt, c'est dans les commentaires, vous avez une partie du marge des pouvoirs qui a fonctionné. Décrivez-nous ce qui s'est passé. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous avez fait de différent? Ouais. Voilà, c'est ça. Et par rapport à ce que vous entendez là, sur le sim. Voilà, c'est ça exactement. Bah peut-être ou au contraire totalement sur le lude. C'est le conseil que je donnerais. Là, tu t'engages un peu, mais voilà, toi, ce serait ton conseil. Moi aussi, hein. Ceci dit, je suis d'accord avec toi, Adrien. Moi aussi, encore une fois, si je joue à ce jeu, je pense que je mettrais tout le curseur sur le sim. Maintenant, voilà, s'il y a des gens qui ont des parties qui ont fonctionné, qu'ils commentent ce podcast et qu'ils viennent en parler dans les colonnes de la cellule, tout simplement. Donc voilà. Merci Antoine. De rien. Même si je pense que tu vas te faire des mais bon voilà sûr, mais bon c'est le jeu, voilà, c'est le jeu de la critique, hein, on juge les jeux encore une fois par les gens. Merci Max d'avoir participé à cette émission. Je suis content, j'ai joué Manuel Valls, donc Manuel Max. Il n'empêche que le jeu, je l'ai acheté moi, hein, parce que je le trouve très très intéressant, le matériel est génial. Alors voilà, moi je trouve que c'est un jeu parce que c'est vrai qu'on a très peu parlé de ça, mais c'est un jeu qui juste du point de vue visuel, esthétique et du format, est un jeu ovni. C'est un original. C'est au moins un bon sujet d'étude à ce niveau-là. Moi, je l'ai reçu. En plus, tu vois, tu montres la lettre là, Antoine, cachetée. Le packaging, je la montre au micro. Ouais, merci. Voilà, il y aura la photo, mais le packaging est ouf. Le packaging est ouf. Je veux dire, c'est comme les petites choses oubliées. Je veux dire, on n'aime pas, mais au moins, on peut pas dire que du point de vue esthétique et du point de vue du format, c'est pas un truc super original. Et en termes éditorial, si je me trompe pas, il a fait son Kickstarter, tout était déjà prêt, avec des deadlines claires. T'as pas eu 6 mois de retard, ça a été fin du Kickstarter, envoi, les gens l'avaient reçu 15 jours plus tard, quoi. Voilà, exactement. C'est encore une fois exemplaire. Le format du jeu aussi assez osé, quoi. Enfin, de faire comme ça un jeu un peu compétitif entre des joueurs avec autorité partagée, etc. Moi, c'est la première fois que je joue à ça. C'est ambitieux, alors avec les potentiels problèmes qu'on a soulevés, mais moi je trouve que c'est très méritoire déjà d'avoir fait ça, quoi. En fait, c'est toi, Manuel, l'ambitieux, en fait. Allez, à très bientôt tout le monde. Portez-vous bien et surtout, bisous. Salut.